Je m'appelle Henri Moreau, j'ai 71 ans et je vis dans un appartement ancien, au 3e étage d'un immeuble en pierre bordelaise. Les matinées d'hiver à Bordeaux ont une lumière pâle qui caresse la Garonne, elle me rappelle Marianne, ma femme, qui aimait se poster à la fenêtre pour regarder le fleuve. C'est dans cette lumière que, ce matin-là, le monde a basculé d'un simple coup de fil. J'étais assis sur le banc de pierre devant le cabinet médical, un rendez-vous de routine, quand mon portable a sonné. L'écran affichait « Loïc ». J'ai décroché machinalement. Sa voix, posée, presque sèche, m'a transpercé « Papa, on part demain. J'ai vendu la maison de la Côte et la vieille 16. J'avais besoin d'argent. On s'en va. » Et il a raccroché, comme on referme une porte. 47 ans à élever un fils, 8 heures de travail, des soirées à corriger des copies, des rendez-vous chez le pédiatre, des rêves, des disputes, et le voilà qui m'annonce, en 2 phrases détachées, qu'il m'a vendu comme on vend un vieux meuble. Je ne me suis pas effondré. Ce qui m'a traversé, d'abord, ce n'était pas la colère mais une sorte de stupeur, comment avait-il pu croire que j'accepterais, que j'étais un bagage à liquider? Puis j'ai senti la mémoire me pousser vers la commode de la chambre, un tiroir où, 3 jours avant sa mort, Marianne m'avait glissé une enveloppe brune. Henri, mets ça dans le tiroir. Si quelque chose m'arrive, ouvre-la quand tu seras prêt, avait-elle dit d'un ton qui voulait conjurer le destin sans entrer dans les détails. J'avais obéi. Puis la vie, les funérailles, les formalités, le temps qui file l'avait relégué au fond d'un tiroir oublié. Assis sur le banc vert, le monde autour de moi bruissait, la voix d'une dame qui parlait des impôts locaux, un vélo qui grinçait, des passants pressés. J'ai regardé la Garonne. Les eaux suivaient leur route, indifférentes aux drames humains. Cette indifférence m'a calmé. Si Loïc croyait m'avoir dépouillé, la réalité pouvait être plus complexe. J'ai respiré, lentement. Quand le rendez-vous est arrivé, je suis entré chez le docteur, qui m'a dit que j'étais en bonne santé pour mon âge. Ses paroles glissaient sur moi, mon esprit était ailleurs, l'enveloppe de Marianne me tirait à la maison comme une boussole. De retour dans mon appartement, j'ai ouvert le tiroir. L'enveloppe était exactement là où elle devait être, stable, silencieuse, comme un objet immuable dans un monde cambriolé par la trahison. Mon cœur a battu plus fort. J'ai décacheté la lettre, sorti les documents. Ce que j'y ai trouvé a ébranlé les certitudes et remis en question toute la réalité de ma vie de ménage modeste, acte de propriété, certificat d'action, relevé bancaire d'un compte que je n'avais jamais soupçonné d'exister, et une lettre griffonnée par la main familière de Marianne. Henri, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Pardonne-moi de n'avoir pas tout dit. J'ai voulu te protéger et te préserver des soucis. Ne dis rien à Loïc pour l'instant. Il doit apprendre certaines choses seul. Avec tout mon amour, M, ces mots se gravaient dans ma poitrine. Pendant des années, nous avions vécu économiquement modeste, et pourtant, dans l'ombre, Marianne avait accumulé, investi, transformé chaque franc d'épargne en bien qui aujourd'hui formait un patrimoine. L'étendue de la chose m'a d'abord paralysé, je tenais dans mes mains la preuve d'une sécurité que j'ignorais complètement. Marianne, en silence, avait pris soin de nous. J'ai relu la lettre plusieurs fois. Les relevés montraient des comptes dans des banques bordelaises, des titres au porteur, un petit immeuble rue Sainte-Catherine, une maison de la côte aquitaine que nous avions achetée quand Loïc avait 15 ans et qu'il appelait « la maison des vacances ». Le choc s'est mué en une colère froide, envers Loïc pour son geste inconsidéré, mais aussi envers moi-même d'avoir été si aveugle. Pourtant, au fond, une pensée claire s'est imposée, Marianne avait voulu que je dispose de tout ça avec sagesse. La vengeance n'était pas l'objectif. La leçon, si l'on peut dire, devait être donnée autrement. J'ai pris une décision en silence, une décision mûrie dans la tristesse et la dignité. Le matin suivant, j'ai pris rendez-vous avec Maître Duval, l'avocat qui avait aidé Marianne pour quelques affaires autrefois et que nous connaissions de vue. Son bureau, avenue Thiers, sentait la cire et la gravité des dossiers. Quand je lui ai tendu la pile de documents, ses yeux se sont assombris puis ont brillé d'une curiosité professionnelle. Monsieur Moreau, tout est en ordre. Vous êtes l'actionnaire d'un holding familial. La vente dont vous me parlez peut être annulée, car votre signature n'apparaît sur aucun acte de cession légitime. Votre fils a agi sans mandat. Maître Duval m'a expliqué les démarches possibles, la procédure pour annuler une vente frauduleuse, la manière de récupérer un véhicule si elle avait été cédée sans consentement. Mais lorsque j'ai dit que je ne souhaitais pas humilier Loïc publiquement, il m'a regardé avec respect. Vous voulez qu'il apprenne autrement? J'ai hoché la tête. Oui. Qu'il comprenne, pas qu'il soit détruit. Nous avons alors établi, dans la discrétion la plus stricte, un plan d'action, faire annuler la vente de la maison, reprendre possession de l'immeuble où Loïc habitait, au moins en faire contrôler la société qui le gérait, et surtout, agir de façon à ne pas révéler tout de suite la vérité. Maître Duval a souri, ce sera plus simple si Loïc croit encore que vous êtes sans ressources. L'effet pédagogique en sera renforcé. Je l'ai écouté, serein.
Marianne aurait sûrement approuvé cette stratégie, la patience, la correction sans spectacle, l'éducation par l'expérience. Les jours qui ont suivi, j'ai tenu mon rôle. Je suis allé à la boulangerie comme tous les matins, j'ai discuté avec la caissière du marché des Capucins, j'ai aimé que les voisins me proposent leur aide. C'était, dans un sens, une scène familiale quotidienne. Mais en coulisses, des courriers officiels circulaient, des signatures se faisaient, des procurations étaient invalidées. Loïc, de son côté, était parti précipitamment pour l'Espagne, disait-il. Il avait vidé notre compte commun, la bêtise d'un homme pressé de fuir un rôle qu'il estimait encombrant. Il avait vendu les meubles, la vieille R16 que j'aimais entre toutes, comme au bras d'une mémoire. Je ne l'ai pas rappelé. Laisser le vide fonctionner était devenu une technique. Le vide révèle des choses quand il est bien dosé, conscience, détour, responsabilité. J'ai pensé à toutes ces années où j'avais fait confiance, parfois naïvement, à l'amour filial. Peut-être que Loïc n'avait jamais su mesurer l'importance des rituels et des objets, de la maison qui contient les voix d'une famille. Peut-être n'avait-il jamais été confronté à la nécessité de réparer. Une semaine plus tard, une connaissance commune m'a appris que la maison avait été vendue à un jeune couple qui voulait y installer un atelier d'artiste. Ils l'ont payé trop vite, m'a confié le voisin. Ton fils était pressé. J'ai entendu ces mots sans mot dire. La colère me rongeait, mais je l'ai mise au service d'une patience choisie. Marianne, dans sa sagesse, m'avait donné l'arme la plus juste, les papiers. À moi de les manier sans haine. Dans ces jours d'attente, je me suis surpris à feuilleter des albums anciens, à regarder des photos de Loïc enfant, du père de famille rieur qui construisait des châteaux de sable sur la plage. Il semblait si loin ce garçon qui, adolescent, rêvait de devenir botaniste. Le temps avait fait son ouvrage, il l'avait porté, puis parfois écarté. Mon amour de père était intact, c'était l'amour pratique, le cadre, la discipline qui manquait désormais et que Marianne avait tenté de léguer. Au marché des Chartrons, là où l'on vend des pommes, du poisson et des commérages, j'ai croisé un homme qui tenait la boutique d'antiquités. Monsieur Moreau, vous allez bien? On a vu Loïc partir dans une grosse valise. Il baissa la voix, conspirateur. Ils disent qu'il a tout vidé. Les meubles, la caisse. C'est fou. J'ai senti le monde se refermer comme une huître. Mais au lieu d'alerter la marche du monde, j'ai pris un autre chemin, celui de l'observation. Pendant que l'administration procédait à la nullité de la vente, j'ai décidé d'agir selon une volonté plus subtile, montrer à Loïc ce que signifiait perdre et reconstruire, sans humilier. J'ai repris contact avec d'anciennes relations que Marianne et moi avions tenues à distance, une voisine, Madame Perrin, qui connaissait bien la maison de la Côte, un ancien collègue qui s'occupait d'un centre social, et même l'ancien régisseur de l'immeuble qui, par coïncidence, me fit savoir que des paiements suspects avaient été effectués sur des comptes liés à Loïc. Les fils se nouaient sans heurts. Puis Loïc est revenu. Pas avec des trophées, ni des promesses triomphantes, mais avec le visage usé d'un homme qui avait flirté avec la misère. Son entrée dans la maison fut comme un écho, il essayait d'être discret, comme si la honte avait un son propre. « Papa » dit-il, avec une hésitation plus lourde que des années de silence. Je lui ai ouvert la porte. Mon cœur vacilla entre l'envie de le secouer et le besoin de lui montrer un chemin. J'ai choisi la voie plus dure, la bienveillance qui enseigne. Les premiers jours, il fut maladroit. Il voulait réparer, mais ne savait pas par où commencer. Il affrontait le regard de ceux que nous croisions au marché, le soupçon des amis, la pitié déguisée des voisins. J'ai feint l'ignorance, je ne savais quasiment rien pour amplifier la leçon. Il trouva un boulot de nuit comme aide-ménager dans une entreprise de nettoyage. Les horaires l'éreintaient. Chaque matin, il revenait chez moi couvert de poussière et de fatigue, et pourtant il affichait une fierté nouvelle, il travaillait, il payait un peu, il acceptait la sueur comme une monnaie honnête. Pendant ce temps, j'ai demandé à Maître Duval de terminer la procédure pour récupérer la maison de la Côte. Les papiers se firent. Un matin d'avril, le notaire me téléphona, la vente était annulée. Nous avions récupéré la maison. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Le temps était devenu un maître d'école plus efficace que n'importe quelle sentence. Nous devions attendre la transformation intérieure de Loïc, et non la satisfaction d'une revanche publique. Un jour, en fouillant dans un tiroir qu'Édouard Loïc avait laissé en partant, je suis tombé sur une petite enveloppe que je n'avais pas ouverte avec les autres. Elle était plus récente, plus propre, scellée d'un ruban simple. À l'intérieur, une clé et une note de Marianne écrite d'une main pressée. Henri, si jamais Loïc passe par des moments difficiles, cette clé ouvre la consigne 412 de la caisse centrale. Il y trouvera de quoi commencer, mais ne lui dis pas tout de suite. Cette lettre était la main guidant mon geste. Je savais ce que Marianne avait voulu, protéger notre fils tout en lui donnant l'espace de se racheter par l'effort. Nous sommes allés ensemble à la banque. Je lui ai dit que c'était une découverte par hasard, comme un trésor oublié. La consigne contenait des bijoux anciens,
des montres et quelques documents. La valeur était non négligeable, mais plus importante était la symbolique. Marianne avait prévu une marge de sécurité et un test de responsabilité. Loïc regardait les bijoux comme si ce trésor matériel pouvait effacer ses fautes. Je l'ai laissé vendre ce qui était nécessaire, après qu'il ait pris sur lui la décision. Il a vendu quelques pièces pour rembourser des dettes urgentes. Il a gardé la montre de son grand-père, et il a vendu le reste. La douleur de vendre des objets de famille le pénétrait, c'était précisément le remède que je cherchais. Il commença à changer. L'orgueil s'éroda. Il y avait des soirs où il pleurait, non pas de plainte, mais de véritables regrets. Il me confia ses erreurs, comment il avait rencontré un homme à la dérive, comment il s'était laissé convaincre que l'argent était la solution à tout, comment il avait vidé le compte familial pour le beau mirage d'une vie en Espagne. J'écoutais, parfois je répondais, mais surtout, je l'observais construire son éthique dans l'effort quotidien. Au fil des semaines, Loïc gagna en humilité. Il n'était plus le jeune homme pressé qui croyait que la modernité résoudrait tout. Il avait compris que les responsabilités ne s'achètent pas. Pendant ce temps, j'ai utilisé la position légale retrouvée pour reprendre la gestion de l'immeuble et du patrimoine familial sans alarmer qui que ce soit. Maître Duval s'occupa de tout dans la discrétion, les transferts, la mise sous tutelle administrative pour protéger les locataires, l'annulation des signatures frauduleuses. La maison de la Côte fut mise en sécurité et Jean prit la charge silencieuse, comme un gardien de souvenirs. Le moment décisif arriva un vendredi matin, quand Maître Duval me dit que la procédure était enfin complète et que nous pouvions révéler à Loïc la totalité de la vérité. Mais je ne le fis pas tout de suite. J'ai attendu qu'il ait traversé assez de nuits pour que la leçon ne soit pas superficielle. Il est venu me voir, assis à la table de la cuisine, les mains jointes. « Papa, je veux payer pour ce que j'ai fait. Je veux réparer, mais je ne sais pas comment. » Son regard était honnête. C'était la première fois depuis son enfance que je le voyais ainsi. Je l'ai emmené au bureau de Maître Duval. Là, sur la table, il y avait 2 dossiers, l'un exposant l'enquête sur la fraude d'Édouard, l'homme qui avait convaincu Loïc de partir, et l'autre contenant les actes prouvant la propriété de la maison de la Côte et des autres biens. Maître Duval, avec une voix douce, expliqua la décision prise par Marianne des années plus tôt. Elle avait placé les biens à l'abri pour que personne, même notre propre fils, ne pût les dilapider sans conséquences juridiques. Puis il posa la question terrible, « Monsieur Moreau, voulez-vous révéler la vérité maintenant ?» Je pris une profonde inspiration. La vérité, ce jour-là, fut plus qu'une révélation matérielle, c'était un enseignement. Je lui ai dit tout de la richesse cachée, de la vente frauduleuse, et surtout de la décision mûrement réfléchie de Marianne. Les mots tombaient comme des pierres qui creusaient le silence. Loïc passa par toute une gamme d'émotions, incrédulité, honte, reconnaissance, et enfin un sentiment profond de remords. « Pourquoi ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Pourquoi m'avoir laissé souffrir ?» Je répondis que l'amour de Marianne n'était pas l'indulgence, c'était la volonté de forger le caractère. Elle avait cru que l'épreuve serait la forge la plus sûre. Ce fut la première vraie conversation entre nous depuis des années. Loïc pleura, puis se ressaisit. Il comprit que la réparation ne s'achetait pas seulement par l'argent mais par les actes quotidiens, travailler, apprendre, donner. Il décida, d'un commun accord, de garder le travail de nuit un certain temps, non pas par pénitence, mais par respect pour la dignité du travail honnête. Il choisit aussi d'investir une partie des sommes récupérées, celles qui restaient, dans des projets sociaux locaux, pour aider des hommes et des femmes qui, comme lui, avaient besoin de repartir. C'était sa proposition. J'ai senti, alors, que la leçon avait été comprise. Cette première étape, lourde et humaine, marquait la transformation d'un homme et la renaissance d'un lien. Nous étions loin d'avoir tout résolu, mais quelque chose de profond avait changé, la douleur avait fait place à la responsabilité, la déception à la volonté de faire mieux. Nous avons décidé de reprendre la maison de la Côte ensemble, non plus comme un sanctuaire d'oubli, mais comme un lieu de partage. Et nous avons commencé à imaginer la suite que je te décris dans le plan détaillé ci-dessous, page après page, pour aboutir à une reconstruction complète, fidèle à l'esprit du texte d'origine, transposé à Bordeaux et nourri de la même morale. Les semaines qui suivirent furent un long exercice d'humilité pour Loïc. Chaque nuit, il partait à 10 heures pour l'entreprise de nettoyage, le sac sur l'épaule, la démarche lente mais décidée. Il traversait Bordeaux dans le froid, longeait les quais où les reflets jaunes des lampadaires dansaient sur la Garonne, puis prenait le tram jusqu'à Mérignac, là où les bureaux s'étendaient comme des forteresses de verre. Quand il rentrait au petit matin, ses mains sentaient l'eau de Javel et son visage portait des traces de fatigue que ni le café ni les douches chaudes ne pouvaient effacer. Mais il y avait, dans ses yeux, quelque chose de différent, une lueur tranquille, une fierté silencieuse. Moi, je restais souvent debout pour l'attendre. Je lui préparais un bol de soupe ou un croissant réchauffé, selon l'humeur. Il ne disait pas grand-chose au début. Nous avions encore cette distance pudique entre père et fils, ce mur invisible que les hommes dressent quand ils ont trop de regrets pour les dire. Puis,
Peu à peu, les mots vinrent. Il parlait de ses collègues, un jeune migrant malien qui envoyait la moitié de son salaire à sa famille, une femme divorcée qui travaillait la nuit pour nourrir ses enfants. Il disait. Tu sais, papa, j'avais oublié ce que c'est que d'avoir honte d'être fatigué. Ces gens-là bossent plus que nous tous, et personne ne les regarde. J'ai répondu calmement. La fatigue honnête rend plus riche que n'importe quelle banque, Loïc. Je sentais en lui le même mélange de désarroi et de lucidité qui m'avait frappé après la mort de Marianne. La douleur, quand elle est acceptée, devient un maître patient. Pendant ce temps, les choses avançaient en coulisses. Maître Duval m'appelait régulièrement pour m'informer des progrès, la maison d'Arcachon, désormais de nouveau à mon nom, attendait que je décide de son sort, l'immeuble du centre-ville, lui aussi, était sécurisé juridiquement. Je pouvais, si je le voulais, vendre tout et partir loin. Mais je savais que ce n'était pas la solution. Je voulais que Loïc voie, de ses propres yeux, comment on reconstruit sans tricher. Chaque matin, je tenais un journal. J'y notais tout, ses gestes, mes doutes, mes envies de tout lui avouer. Ce carnet devint ma manière de parler à Marianne. J'écrivais. Il change, tu sais. Lentement, mais vraiment. Tes précautions n'étaient pas inutiles. Je vois enfin dans ses yeux la gratitude que tu espérais. Un dimanche, Loïc s'est présenté dans la cuisine avec un sourire timide. Papa, je voulais te dire quelque chose. J'ai remboursé la première dette. Il me montra une quittance de la banque. Une somme modeste, mais payée sur son salaire. Pas un sous-volé, pas un crédit, juste le fruit de ses nuits de travail. C'est un début, ai-je dit. Et c'est déjà beaucoup. Il s'assit, soupira, puis me confia. Je pensais que tout s'achetait, même l'amour. Qu'il suffisait d'avoir de l'argent pour qu'on me respecte. J'ai mis du temps à comprendre que c'est l'inverse. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai simplement posé ma main sur son épaule. Ces gestes, parfois, valent tous les sermons. Les jours devinrent des semaines. Loïc prit goût à la rigueur. Il se leva plus tôt, fit du sport, apprit à cuisiner. Il parlait moins de lui, plus des autres. Il m'a même accompagné au cimetière un matin. Devant la tombe de Marianne, il resta longtemps silencieux. Puis il murmura. Je lui ai tout pris, et pourtant, j'ai l'impression qu'elle me pardonne encore. Je crois que c'est à ce moment-là que le vrai changement commença. De mon côté, je préparais la suite du plan. J'avais décidé de lui laisser un espace à lui, un petit appartement dans l'un des immeubles dont Marianne m'avait révélé la propriété. Mais il ne devait pas le savoir encore. Ce serait son « salaire moral » quand la leçon serait complète. Je fis également établir, par le notaire, une fondation discrète, un fonds destiné à soutenir les travailleurs précaires de Bordeaux. Marianne aurait aimé ça. Je baptisai cette fondation « Les Roses du Fleuve », en hommage à ses fleurs préférées et à la Garonne qu'elle aimait tant. Une nuit, alors qu'il rentrait du travail, Loïc entra dans le salon sans bruit. Il me trouva assis, le carnet ouvert. « Tu n'arrives pas à dormir ?»« Les vieux dorment peu, répondis-je. Et toi, tu deviens vieux plus vite que moi, à ce rythme. » Il rit, un rire fatigué mais sincère. « Peut-être que c'est mieux comme ça. Au moins, j'apprends à vivre avant de vieillir. » J'ai refermé le carnet. « Alors continue, mon fils. Continue. » Les semaines suivantes, il se mit à lire. Des livres de philosophie, des journaux, tout ce qu'il trouvait à la bibliothèque municipale. Il ramenait parfois des citations griffonnées sur des papiers de caisse. Un matin, il m'en lut une. On ne perd rien à être pauvre si l'on garde la dignité. Tu sais qui a dit ça, demanda-t-il. Non. Moi, répondit-il en souriant. Et il éclata de rire. Cette fois, j'ai ri aussi. Pour la première fois depuis longtemps, la maison résonna d'un vrai rire. Le genre de son que Marianne aurait voulu entendre. Ce jour-là, j'ai compris que la douleur avait enfin trouvé son utilité. Le fils qui m'avait trahi devenait un homme. Les jours s'enchaînèrent dans une routine nouvelle, plus calme, presque apaisante. Loïc continuait son travail de nuit, mais il avait changé de visage. Sa fatigue n'était plus la même, elle avait cessé d'être honteuse pour devenir fière. Il rentrait chaque matin à l'aube, le manteau encore imprégné de la brume bordelaise, et me saluait d'un simple « Bonjour, papa », avant de se servir un café. Parfois, je le surprenais à contempler la lumière qui filtrait par les persiennes, silencieux, comme s'il redécouvrait la beauté des choses simples. Il y a une forme d'élégance dans la pauvreté assumée. Marianne le savait, et je la sentais tout près de nous ces jours-là, comme un souffle discret dans la maison. Loïc parlait d'elle de plus en plus souvent. Je me souviens de sa voix quand elle me disait de ne jamais courir après l'argent, confia-t-il un matin. Oui, répondis-je. Elle disait aussi qu'on n'achète jamais la tranquillité. Elle avait raison.
J'aurais dû l'écouter. Ces conversations me touchaient. Le fils que j'avais perdu dans la tourmente revenait peu à peu. Il n'était plus ce jeune homme hautain qui méprisait mon métier d'instituteur, ni celui qui rêvait d'une vie luxueuse sans effort. Il redevenait l'enfant sensible qu'il avait été, celui qui pleurait quand il voyait un oiseau blessé. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à partir travailler, je lui ai demandé. « Tu regrettes ?» Il m'a regardé longuement avant de répondre. « Oui. Mais pas seulement pour ce que j'ai fait. Je regrette surtout d'avoir cru que j'étais plus malin que vous. J'ai tout gâché parce que je pensais que vieillir, c'était perdre. » J'ai souri tristement. Vieillir, c'est comprendre ce qu'on n'a pas su aimer à temps. Il a hoché la tête, puis est sorti, son sac sur l'épaule. Ce soir-là, je suis resté éveillé longtemps. J'avais la sensation que Marianne aurait voulu que je lui pardonne déjà. Pourtant, une part de moi résistait encore, pas par rancune, mais par prudence. Le pardon, pour avoir de la valeur, doit être offert à quelqu'un qui le mérite vraiment. Loïc n'était pas encore au bout du chemin, même s'il en avait franchi les pentes les plus raides. Quelques jours plus tard, Maître Duval m'appela. Sa voix résonna avec un calme professionnel. « Monsieur Moreau, tout est désormais réglé. Les actes sont signés. Vous êtes officiellement le propriétaire légal de tous vos biens. Votre fils n'est plus impliqué dans aucune des ventes frauduleuses. » Je remerciai l'avocat. « Parfait. Mais je vous demande de garder tout cela encore secret. » Il eut un petit rire. « Vous êtes un père bien singulier, monsieur Moreau. D'autres auraient traîné leur fils en justice. Vous le traînez dans la sagesse. » Je raccrochai avec un sentiment étrange. J'avais désormais la certitude que tout était rentré dans l'ordre matériellement. Pourtant, ce n'était pas le plus important. Ce qui comptait, c'était la réparation morale. Je décidai alors de franchir une nouvelle étape, réinvestir une partie du patrimoine récupéré pour en faire quelque chose d'utile. Pas pour moi, pour Marianne, pour la mémoire, pour la justice silencieuse des choses bien faites. Le lendemain, je me rendis à la maison d'Arcachon. La mer avait ce bleu mat des jours d'hiver, et le vent soulevait les pins comme des bras fatigués. La maison était restée intacte, presque figée dans son passé. J'ouvris les volets, l'air marin entra, et j'eus l'impression que Marianne respirait à travers chaque grain de poussière. Dans le salon, les vieilles photos étaient toujours accrochées, Loïc enfant, Marianne riant au soleil, et moi, le ventre un peu rond, tenant une pelle en plastique. Je restai debout, longuement, face à ces images. Puis je fis un serment silencieux, cette maison ne serait plus un simple souvenir. Elle deviendrait un lieu vivant, un symbole de renaissance. Je rentrai à Bordeaux avec une idée précise, transformer la maison de la Côte en un refuge pour des hommes isolés, vieillissants, sans famille, comme ceux que je croisais parfois dans les rues autour de la gare Saint-Jean. Marianne avait toujours rêvé d'aider. Ce serait sa revanche posthume sur la dureté du monde. Loïc, quand je lui en parlais quelques jours plus tard, resta bouche bée. « Tu veux en faire un foyer ?» « Oui. Pas un foyer de misère, mais un lieu de seconde chance. » Il réfléchit un moment, puis dit. « C'est étrange, mais ça me donne envie d'y participer. »« Alors tu participeras, répondis-je simplement. Il m'aida à faire les démarches. Nous rencontrâmes des associations locales, des architectes bénévoles. Il s'impliqua avec une énergie que je ne lui connaissais pas. Il passa ses week-ends à peindre, à poncer, à transporter des matériaux. Et je le vis renaître dans cet effort. Travailler pour quelque chose de plus grand que soi, voilà ce qui lui manquait depuis toujours. Un soir, alors que nous rentrions d'Arcachon, il me dit dans la voiture. « Tu sais, papa, je crois que j'ai compris pourquoi maman ne m'a jamais rien dit sur l'argent. » « Ah oui ? » Parce qu'elle savait que j'en aurais fait une idole. Et que les idoles, un jour ou l'autre, brûlent ceux qui les adorent. Je l'ai regardé du coin de l'œil. « Tu es en train de grandir, Loïc. » Il a ri doucement. À 47 ans, il serait temps, non ? Cette phrase me fit sourire, mais aussi trembler un peu. Il disait vrai, le temps ne nous attend pas. Marianne avait eu raison de nous protéger de nous-mêmes. À mesure que les travaux de la maison avançaient, la complicité entre nous se reconstruisait. Nous parlions de plus en plus librement. Parfois, nous évoquions les souvenirs heureux, d'autres fois, les blessures encore ouvertes. Je lui avouai un soir. « Tu sais, quand tu es parti, j'ai cru mourir une deuxième fois. » Il baissa la tête, honteux. « Je sais. Et je t'en demande pardon. Ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon. C'est à ta mère. » Je lui parle, souvent, répondit-il. Dans ma tête ? Peut-être qu'elle m'entend. J'en suis sûr, dis-je doucement. Ce soir-là, en rentrant chez nous, j'eus la sensation d'avoir retrouvé non seulement un fils, mais aussi un équilibre. L'argent, les maisons, les papiers, tout cela n'était qu'un décor.
Le vrai héritage de Marianne, c'était la sagesse. Je me surpris à sourire en pensant à elle. Elle avait toujours su que l'amour ne se dit pas toujours, il s'orchestre parfois dans le silence, avec des gestes calculés, des détours nécessaires. Et maintenant, Loïc était en train de redevenir l'homme qu'elle avait espéré qu'il devienne. Les travaux à Arcachon avançaient plus vite que prévu. L'air marin, le bruit régulier des marteaux et la peinture fraîche sur les murs semblaient donner à la maison une nouvelle jeunesse. Loïc venait chaque week-end, parfois même en semaine lorsqu'il finissait son service plus tôt. Il peignait les volets, réparait les marches du perron, récurait les vieilles dalles du salon. J'aimais le regarder travailler sans rien dire. Ses gestes étaient précis, méthodiques, presque respectueux, comme s'il réparait non pas une maison, mais sa propre âme. Nous avions embauché quelques bénévoles d'une association locale. Parmi eux, un jeune homme nommé Rachid, à peine 20 ans, qui vivait dans un foyer. Il observait Loïc avec admiration. Un après-midi, je les ai entendus discuter pendant que je balayais la terrasse. « Tu bosses comme un fou, » dit Rachid. « T'es pas obligé. »« Si, » répondit Loïc, sans s'arrêter. « On est toujours obligé de réparer ce qu'on a cassé, même quand les autres ont déjà pardonné. » Ces mots me traversèrent comme une flèche douce et brûlante. C'était la voix d'un homme nouveau. Le soir, alors que nous dînions d'un simple plat de pâtes dans la cuisine de la maison en travaux, je lui dis. « Tu sais, ta mère aurait été fière. » Il releva les yeux, surpris. « Tu crois ? » ?»« Oui. Pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es en train de redevenir. » Il ne répondit pas, mais je vis son regard se troubler. C'était la première fois depuis des années qu'il pleurait sans honte. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, et je compris qu'elle avait plus de fautes que n'importe quelle confession. Quelques jours plus tard, alors que je classais des papiers dans le vieux secrétaire de Marianne, celui qu'elle gardait toujours fermé à clé, je tombais sur un double fond que je n'avais jamais remarqué. En forçant légèrement avec un tournevis, j'en sortis une petite boîte en bois. Elle contenait une clé, une lettre soigneusement pliée et une vieille photographie de nous trois à la plage. Je sentis un frisson me parcourir. J'appelai Loïc, qui travaillait dehors, et lui demandai de venir. Nous nous assîmes côte à côte à la table, la boîte entre nous. « C'est encore de maman ?» demanda-t-il d'une voix presque tremblante. « Oui, on dirait bien. » Je dépliai la lettre. L'écriture était la sienne, plus hésitante, plus fragile que dans les autres courriers que j'avais lus. Elle devait l'avoir écrite peu avant sa mort. « Henri, si tu trouves cette lettre, c'est que le temps a encore joué son rôle. J'ai gardé certains documents séparés des autres, parce qu'ils concernent Loïc directement. Tu te souviens de la petite entreprise que ton frère avait à Libourne ? J'y ai investi discrètement, et elle a bien prospéré. Loïc est, sans le savoir, actionnaire à hauteur de 30%. J'ai voulu que ce soit son filet, le jour où il comprendrait enfin ce que signifie être responsable. Ne lui en parle pas avant qu'il ne soit prêt. La clé ouvre le coffre-fort de la société, chez le notaire Lemoine. Je t'aime. M. Je restai silencieux un long moment. Loïc me fixait, inquiet. Qu'est-ce qu'elle dit ? Que tu es plus riche que tu ne le crois. Pardon ? Je lui tendis la lettre. Il la lut, lentement, plusieurs fois. Quand il eut fini, il leva les yeux vers moi, abasourdi. Elle avait tout prévu. Oui. Elle a toujours une longueur d'avance sur nous deux. Il se passa quelques secondes avant qu'il ne reprenne la parole. Tu crois que j'en suis digne ? Je crois que maintenant, oui. Nous décidâmes d'aller ensemble chez Maître Lemoine. Le vieil homme, un notaire à la moustache blanche et au regard malicieux, nous reçut dans son bureau tapissé de dossiers. Il reconnut tout de suite la clé et le nom de Marianne. Ah, Madame Moreau, une femme remarquable. Toujours prévoyante, jamais bavarde. Il ouvrit un petit coffre mural, en sortit une chemise cartonnée, et la posa devant nous. Voici les documents en question. Vous allez être surpris. Surpris, nous le fûmes. Marianne, en secret, avait investi dans une entreprise artisanale de menuiserie à Libourne, que son frère avait fondée. En 30 ans, la société avait pris de la valeur, et les parts détenues au nom de Loïc valaient une somme considérable. Ces titres sont à lui, confirma le notaire. Aucun impôt de succession, aucun transfert à faire. Elle avait tout anticipé. Loïc n'en revenait pas. Tout ce temps, elle croyait encore en moi. Après tout ce que j'ai fait ? Oui, répondis-je doucement. Parce qu'elle savait que tu finirais par te retrouver. Il passa la main sur son visage, ému. J'ai honte, papa. Ne sois pas honteux. Honore-la. Fais en quelque chose de bien. Ce soir-là, nous rentrâmes silencieux. Bordeaux brillait sous la pluie. En traversant la place de la Bourse, je le vis lever les yeux vers les façades illuminées. Tu crois que je devrais investir cet argent dans le projet de la maison ? Demanda-t-il.
C'est ton choix, Loïc. Mais si tu veux suivre sa voie, fais-en un bien commun, pas un refuge personnel. Il hocha la tête, les yeux brillants. Alors je le ferai pour elle. Et pour toi. Le lendemain, il fit les démarches nécessaires avec Maître Duval et décida d'affecter une partie de ses parts à la création d'un fonds de soutien aux travailleurs précaires, le même que j'avais commencé à structurer sous le nom de Les Roses du Fleuve. Cette fois, il devint cofondateur. Je le laissai signer le document sans rien dire. Ses mains tremblaient un peu, mais son regard était clair. Tu sais, dit-il en posant le stylo, j'ai l'impression que maman nous regarde. Elle nous regarde, oui. Et elle sourit. Ce fut un moment d'une douceur rare. Le passé, la faute, la rédemption, tout semblait se fondre dans une paix nouvelle. Nous étions deux hommes ayant traversé la honte, la perte et la découverte, deux naufragés qui avaient retrouvé la rive, main dans la main. Les semaines suivantes furent parmi les plus belles et les plus étranges de ma vie. La maison d'Arcachon avait changé de visage, les murs repeints en blanc crème, les volets bleus, l'odeur du bois neuf et du sel marin se mêlait comme un parfum de renouveau. Sur la façade, Loïc avait fixé une petite plaque discrète. Maison des Roses du Fleuve, refuge fondé par Marianne et Henri Moreau, 2024. Je m'étais contenté de sourire en voyant la date. Il avait choisi d'y inscrire le nom de sa mère avant le sien. Ce détail me toucha plus que n'importe quelle déclaration. Depuis ce jour, la maison accueillait déjà ses premiers résidents, 3 hommes d'âge mûr, sans logement, que Loïc avait rencontrés par l'intermédiaire d'une association caritative. Il leur préparait le café le matin, réparait leurs chaussures, discutait avec eux le soir. J'observais tout cela avec une fierté silencieuse. Mon fils, celui qui m'avait vidé de mes biens et trahi ma confiance, devenait un guide pour d'autres hommes perdus. Il s'était réconcilié avec l'effort, avec la simplicité, avec l'humanité. Mais la transformation, si réelle soit-elle, n'allait pas sans fissure. Certains soirs, je le surprenais pensif, le regard perdu sur la mer. Il y avait dans ses yeux cette fatigue particulière des gens qui veulent bien faire, mais qui n'ont pas encore trouvé comment se pardonner eux-mêmes. Un soir, alors que nous dînions sur la terrasse face au couchant, il finit par se confier. Tu sais, papa, parfois je me dis que je ne mérite pas tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce projet, la maison, les gens qui nous remercient. Tout ça existe parce que j'ai commis une faute. Si je n'avais pas fait tout ce mal, rien de tout ça ne serait arrivé. Je le regardais longuement avant de répondre. C'est peut-être ça, la rédemption, transformer le mal en bien, sans l'oublier. Il secoua la tête, incrédule. Oui, mais comment on vit avec ça? Avec l'idée que la beauté qu'on construit repose sur une trahison. En acceptant que la vie soit tissée de contradictions. Rien de pur ne dure, Loïc. Mais tout ce qui se répare devient plus solide. Il sourit faiblement, comme apaisé, sans être convaincu. Cette conversation resta suspendue entre nous plusieurs jours, comme un fil invisible. Pendant ce temps, le projet grandissait. Des journaux locaux vinrent visiter la maison. Un journaliste du Sud-Ouest publia un article intitulé « À 71 ans, un retraité bordelais et son fils transforment une maison de famille en refuge pour hommes isolés. » Je n'avais rien demandé, mais la lumière médiatique fit son effet. Les dons commencèrent à affluer, des bénévoles se proposèrent, et Loïc se retrouva à la tête d'un petit mouvement de solidarité. Il s'en étonnait chaque jour. « J'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, me dit-il un matin. « Non, répondis-je. Tu vis enfin la tienne. » La presse aimait cette histoire de transmission et de pardon, mais personne ne connaissait la véritable jeunesse de tout cela. Personne ne savait que, derrière le récit de la bonté retrouvée, il y avait eu un vol, une trahison et une femme visionnaire. Je tenais à ce que ce secret reste entre nous. Non pas par honte, mais parce que certaines vérités ne gagnent rien à être exposées. Un jour, au marché d'Arcachon, une vieille amie de Marianne, Madame Girard, m'aborda. J'ai lu l'article, dit-elle avec émotion. Marianne serait fière de vous. Je souris, un peu embarrassé. C'est surtout grâce à elle. Elle avait tout prévu. Ah. Elle avait toujours ce don, n'est-ce pas? Voir plus loin que les autres. Cette conversation me laissa songeur. Oui, Marianne avait tout vu, tout prévu. Mais même elle n'aurait peut-être pas imaginé que Loïc changerait à ce point. Il n'était plus seulement repentant, il était devenu profondément attentif aux autres. Il se levait tôt pour accompagner les résidents à leurs rendez-vous, gérer la comptabilité, cherchait des subventions. Il avait même repris goût à l'écriture, je découvris un soir, sur son bureau, un carnet rempli de notes et de réflexions. J'ai cru que l'argent me rendrait libre. En réalité, il m'a enchaîné. La pauvreté m'a rendu la clé. Ces mots me bouleversèrent. J'eus la tentation d'en faire le titre d'un livre. Pourtant, malgré tout ce renouveau, je percevais en lui un combat intérieur. Parfois, il se réveillait la nuit, en sueur,
hanté par le souvenir du jour où il avait vidé nos comptes. Il en parlait rarement, mais son silence en disait long. Ce n'était pas la peur du châtiment, mais celle de ne jamais mériter le pardon. Je me souviens d'un matin d'avril. Il faisait beau, la mer était calme. Loïc buvait son café dehors, seul. Je me suis approché sans bruit. « Tu dors mal, hein ?» Il haussa les épaules. « C'est rien, juste des rêves. »« Raconte-les-moi. » Il hésita, puis dit. « C'est toujours le même. Je suis dans la maison, je vide les tiroirs, je prends les papiers, et derrière moi, maman me regarde. Elle ne dit rien, mais je sens sa déception. Et chaque fois, je me réveille avant qu'elle ne parle. Je posai ma main sur son bras. Peut-être qu'elle attend que tu lui poses la bonne question. Laquelle? Celle que tu ne t'es jamais posée, est-ce que je me pardonne? Il baissa la tête, les yeux humides. Je ne sais pas, papa. J'essaie, mais je n'y arrive pas encore. Ce jour-là, j'ai compris que, pour Loïc, la route vers le pardon n'était pas linéaire. On peut reconstruire une maison en quelques mois, mais il faut des années pour rebâtir une conscience. Pour l'aider sans le brusquer, j'eus une idée. J'allais voir Maître Duval et lui demander d'organiser un rendez-vous discret avec les 3 premiers résidents du refuge, sans que Loïc le sache. Je voulais qu'il lui parle de ce qu'il leur apportait, qu'il lui montre le bien concret qu'il faisait. Quand il entra dans la salle ce soir-là, croyant assister à une simple réunion, il découvrit ces hommes assis autour d'une table, un gâteau au centre. « C'est pour toi, » dit l'un d'eux. « On voulait te remercier. Grâce à toi, j'ai trouvé du travail. Grâce à cette maison, j'ai arrêté de boire. » Loïc ne répondit pas. Il les écoutait, la main sur la bouche, incapable de retenir ses larmes. Puis il se leva, et dans un murmure presque inaudible, il dit. « Je n'ai rien fait, c'est vous qui avez eu le courage. » « Non, » répondit le plus âgé, « c'est toi qui nous as redonné la foi. » Cette nuit-là, Loïc dormit d'un sommeil profond, le premier vrai sommeil depuis longtemps. Et moi, dans ma chambre, j'écrivis dans mon carnet. « Ce soir, Marianne, ton fils s'est pardonné sans le savoir. » Le silence entre nous 3 est enfin apaisé. L'été approchait, et avec lui, les journées s'étiraient, longues et dorées, sur la côte d'Arcachon. La maison des roses du fleuve avait trouvé son rythme. Chaque matin, les pensionnaires sortaient arroser le petit potager, Loïc préparait le café, et moi, je lisais le journal sur la terrasse en écoutant le bruit lointain des vagues. La paix semblait enfin s'être installée. Mais comme souvent, le passé n'aime pas les silences prolongés. Il finit toujours par venir réclamer sa part. Ce fut un jeudi après-midi. Loïc était parti en ville pour une réunion avec l'association départementale d'aide aux sans-abri. J'étais resté seul à la maison, occupé à ranger des papiers, lorsque j'entendis frapper à la porte. Un homme d'une 40aine d'années se tenait là. Il portait une veste froissée, une barbe mal taillée et un regard fuyant. « Monsieur Moreau ?» demanda-t-il. « Oui. Je suis un ami de Loïc. » Enfin, je l'étais. Il s'appelle Eric. « Vous permettez que je parle avec vous ?» Il entra sans attendre vraiment ma réponse. Je sentis immédiatement une tension dans l'air, une sorte de parfum de danger, mêlé à la gêne. Il s'assit, sortit une cigarette qu'il n'alluma pas, et regarda autour de lui. « Jolie maison, dit-il. Il s'en est bien sorti, votre fils. » « Oui. Avec du travail et du courage. » Il eut un rictus. « Du travail, hein ? Je pourrais vous raconter comment il a commencé, ce fameux « travail ». Vous savez qu'en Espagne, il ne m'a pas seulement entraîné dans ses combines ? Il a pris l'argent et m'a laissé tomber. Je restais impassible. J'avais appris, avec les années, que le silence est souvent la meilleure défense. Eric continua, plus amer. Mais aujourd'hui, c'est drôle. Je vois son visage dans les journaux. Le fils repenti, le bienfaiteur de Bordeaux. Ça fait vendre, ça. Vous croyez que les gens sauraient apprécier l'histoire si moi je leur racontais la vraie ? Ces mots étaient acérés. J'avais compris où il voulait en venir. Il voulait de l'argent. De la reconnaissance. Peut-être les deux. Que attendez-vous de moi, monsieur ? Demandai-je calmement. Oh, rien de grandiose. Juste un petit dédommagement pour le silence. Disons, 50 000 €. Ce n'est pas cher payé pour préserver la belle image de votre fils, non ? Je le regardai dans les yeux. Il s'attendait à la peur, peut-être à la colère. Mais il n'y trouva qu'une fatigue tranquille. Vous ne comprenez pas, Eric, dis-je doucement. Ce que vous menacez de révéler n'a plus de valeur. Pardon ? Oui. Ce que vous appelez la vraie histoire, Loïc la porte déjà sur lui. Il en rêve la nuit. Il s'en punit chaque jour. Votre chantage ne ferait que confirmer ce que tout le monde sait déjà ici,
que la rédemption n'efface pas le passé, elle le transforme. Éric fronça les sourcils, déstabilisé. Vous parlez comme un curé. Non. Comme un père. Il se leva brusquement, fit quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta devant la photo de Marianne accrochée au mur. Elle aussi, je suppose, elle aurait pardonné? Elle l'a fait bien avant moi. Il resta muet un instant, puis baissa la tête. Je vis son regard changer, un mélange de honte et de lassitude. Vous savez, dit-il, je n'ai plus grand-chose. J'ai dormi dehors plus d'une fois. J'ai juste pensé que, je pouvais me faire un peu d'argent en racontant son histoire. Alors venez raconter la vôtre, répondis-je. Il y a une chambre libre ici. Vous pourrez y rester quelques jours. Il me regarda, stupéfait. Vous me proposez de rester? Après tout ce que j'ai dit? Oui. Parce que moi aussi, je crois que les gens peuvent changer. Il ne répondit pas tout de suite. Il sembla hésiter entre la fuite et les larmes. Finalement, il accepta. Quand Loïc rentra, le soir même, il découvrit Éric assis dans la cuisine, un bol de soupe devant lui. Le silence entre eux fut lourd, presque insoutenable. Qu'est-ce qu'il fait ici? Demanda Loïc, pâle comme un linge. Il est venu demander de l'aide, répondis-je calmement. Et je la lui ai donnée. Tu n'aurais pas dû. Pourquoi? Tu crois qu'il n'en a pas besoin? Loïc resta un moment sans voix, puis sortit sur la terrasse. Je le rejoignis quelques minutes plus tard. Il fixait la mer, nerveux. Papa, cet homme m'a trahi. Il m'a poussé à faire ce que j'ai fait. Il a profité de moi. Peut-être. Mais tu as profité de moi, toi aussi, non? Il se retourna, pris de court. Oui, murmura-t-il. Mais j'ai changé. Alors laisse-lui la chance de changer à son tour. Il ne répondit pas. Mais le lendemain, je le vis apporter du café à Éric. Puis, dans les jours suivants, ils parlèrent un peu, d'abord avec froideur, puis avec une lente curiosité. Éric racontait sa vie, ses erreurs, ses pertes. Et Loïc, qui se reconnaissait en lui, commença à lui tendre la main. Une semaine plus tard, Éric vint me trouver. Je pars demain, dit-il. Vous aviez raison, je voulais juste qu'on me voie autrement. Votre fils m'a donné envie de recommencer. Où allez-vous? Je vais tenter de retrouver du travail à Toulouse. Peut-être que cette fois, je ne gâcherai pas. Je lui serrai la main. Avant de partir, il se retourna. Dites-lui que je ne parlerai à personne. Que c'est fini. Quand Loïc l'apprit, il resta silencieux un long moment. Puis il dit simplement. C'est drôle, papa. J'ai l'impression de m'être pardonné pour de bon, cette fois. Pourquoi? Parce que j'ai pu tendre la main à celui qui m'avait tiré vers le bas. Et je ne l'ai pas fait pour moi, mais pour lui. Je posai ma main sur son épaule. Tu viens de comprendre le sens exact du mot grâce. Le soir tomba sur la mer, douce et dorée. Dans le silence, j'eus la sensation que Marianne était là, quelque part, fière et apaisée. Le passé venait enfin de se taire. L'automne s'installait doucement sur Arcachon. L'air était plus frais, les touristes s'étaient dissipés, et les pins bordaient la maison d'un parfum de résine et de pluie. La maison des roses du fleuve fonctionnait à plein rythme. Chaque semaine, de nouveaux pensionnaires arrivaient, certains pour quelques nuits, d'autres pour des mois. Loïc avait organisé un système presque parfait, une rotation des chambres, des partenariats avec des associations locales, une comptabilité transparente. Il avait même convaincu la mairie de financer une partie des repas et des travaux d'entretien. Je le regardais faire avec un mélange d'admiration et de mélancolie. Le fils que j'avais vu sombrer dans l'avidité et l'égoïsme devenait un homme que je respectais profondément. Et moi, j'apprenais, à mon âge, l'art difficile du détachement, celui de laisser les jeunes continuer le chemin qu'on a ouvert. Chaque matin, je sortais sur la terrasse avec mon journal. Loïc, lui, partait tôt pour Bordeaux, réunions, interviews, démarches administratives. Le téléphone sonnait souvent. On parlait de lui dans les médias. Un article du Figaro magazine titrait. À Arcachon, un homme et son père transforment le chagrin en espoir. Les mots me firent sourire. Ce que les journalistes ignoraient, c'est que le chagrin en question avait eu le visage même de celui qu'il glorifiait. Mais je ne ressentais plus ni ironie ni amertume. Seulement une sorte de gratitude discrète, la vie, parfois, corrige ses propres erreurs avec une élégance qu'aucun tribunal ne saurait offrir. Un jour, Loïc revint de Bordeaux avec un grand sourire. « Papa, tu ne vas pas me croire. On a reçu une subvention du ministère de la Solidarité. 30 000 €. Félicitations, mon garçon. Tu vois, le travail finit toujours par payer. Oui, mais, ce n'est pas tout. Ils veulent venir faire un reportage ici, sur la maison, sur nous.
Sur nous? Oui. Ils disent que notre histoire donne de l'espoir. J'eus un pincement au cœur. L'idée d'être exposé dans un reportage me dérangeait. J'aimais le silence, l'anonymat. J'avais toujours pensé que la vraie bonté n'a pas besoin de projecteur. Mais je ne voulais pas freiner Loïc. Ce n'était plus le moment de lui imposer ma prudence. Très bien, dis-je. Laisse-les venir. Mais promets-moi une chose. Laquelle? Ne mens pas, mais ne dis pas tout non plus. Certains secrets ont plus de force quand ils restent à l'abri. Il hocha la tête. Je te promets, papa. Le reportage eut lieu 2 semaines plus tard. Une équipe de télévision vint filmer la maison, interviewer les résidents, montrer les travaux, les jardins, les repas partagés. Quand le journaliste me demanda ce qui m'avait poussé à créer ce lieu, je répondis simplement. L'amour. Et la patience. 2 choses que mon épouse m'a apprises, et que mon fils m'a rappelées. Le journaliste sourit, croyant sans doute à une jolie formule. Il n'imaginait pas à quel point ces mots étaient exacts. Le soir de la diffusion, la maison entière s'était réunie dans le salon. L'écran brillait doucement. On y voyait Loïc marcher sur la plage, parler avec sincérité, les yeux humides quand il évoquait sa mère. Il disait. On croit souvent que les fautes brisent les familles. Parfois, elles les reconstruisent autrement. Une phrase simple, mais qui résonna dans le silence de la pièce comme une prière. Je sentis mon cœur se serrer. Pour la première fois, j'avais envie de dire à haute voix, je suis fier de toi. Mais je me retins. Les hommes de ma génération ne savent pas toujours prononcer ces mots. Ils les vivent en silence, dans un regard, un geste, une présence. Quelques jours plus tard, des lettres commencèrent à arriver. Des inconnus, de toute la France, écrivaient pour remercier, pour raconter leurs propres blessures, pour dire que cette histoire leur avait redonné foi en quelque chose. Loïc les lisait chaque soir, assis dans le salon, et souvent, il finissait par essuyer une larme discrète. Tu vois, papa, dit-il un soir, on ne répare pas seulement nos fautes, on aide aussi les autres à réparer les leurs. Oui, répondis-je. C'est ça, le vrai héritage. Pas l'argent, pas les maisons, mais la capacité de faire du bien. Pourtant, au fond de moi, je sentais une inquiétude nouvelle. Ces derniers mois, j'avais commencé à me fatiguer plus vite. Les escaliers me coupaient le souffle, mes mains tremblaient parfois quand je lisais. Le médecin parlait d'une tension un peu haute, d'un cœur fatigué mais stable. Rien de grave, disait-il. Mais à 71 ans, on sait reconnaître les signes du corps quand il réclame du repos. Je n'en dis rien à Loïc. Il avait encore besoin de croire que je restais solide, que j'étais la colonne invisible qui soutenait tout cela. Mais chaque soir, en écrivant dans mon carnet, je glissais des phrases qui ressemblaient à un adieu discret. Bientôt, Marianne, il n'aura plus besoin de moi. Et ce sera bien ainsi. Un matin, en me levant, je surpris Loïc dans le jardin. Il parlait avec un architecte, montrant des plans. Qu'est-ce que c'est? Un projet d'agrandissement, répondit-il. On veut ajouter 2 chambres et une petite bibliothèque. Tu vois, la maison vit, elle respire. C'est merveilleux. J'aimerais que tu poses la première pierre avec moi, comme maman aurait voulu. Cette phrase me frappa en plein cœur. J'acceptai, bien sûr. Le jour de la pause, il avait réuni tout le monde dans le jardin. Il prit ma main, me fit tenir la truelle, et ensemble, nous avons scellé la pierre gravée. Pour Marianne. Pour la vie qui recommence. Ce geste, plus que tous les discours, c'est là le passage de témoin. La maison n'était plus seulement notre refuge, elle appartenait à ceux qui avaient besoin de recommencer. Et moi, dans le silence du soir, je compris que mon rôle, désormais, serait d'observer et de bénir. Les mois suivants passèrent comme un long été qui n'en finissait pas. Bordeaux brillait sous le soleil, et la maison d'Arcachon, elle, continuait de vivre au rythme tranquille de ses pensionnaires. Chaque matin, Loïc partait tôt, le carnet de compte sous le bras, le pas sûr. Moi, je restais plus souvent sur la terrasse, un plaid sur les genoux, à écouter le bruit du vent dans les pins. J'aimais ce silence plein de vie, cette impression que chaque jour ajoutait une page à une histoire déjà complète. Mais le corps, lui, ne ment pas. Je sentais la fatigue s'installer d'une manière nouvelle, pas celle qu'on efface avec du café, mais celle qui s'invite dans les os, dans la respiration, dans les gestes les plus simples. Monter l'escalier me coûtait, mes doigts tremblaient quand je versais le thé, et la moindre marche en bord de mer me laissait essouffler. Je ne voulais pas l'admettre, pas encore. Un soir, après le dîner, Loïc me regarda longuement avant de dire. Papa, tu vas me dire la vérité, tu te sens bien? Aussi bien qu'un vieux professeur peut se sentir, répondis-je en plaisantant. Tu ne m'auras pas avec tes phrases tranquilles. Tu respires mal la nuit. J'ai entendu. Je baissai les yeux. Il avait raison. Ce n'est rien, Loïc.
Juste la mécanique qui s'use. Alors on va la réparer, dit-il simplement. Le lendemain, il m'emmena à Bordeaux, chez un cardiologue qu'il connaissait. Les examens confirmèrent ce que je pressentais, une insuffisance cardiaque modérée, rien de dramatique, mais qui exigeait repos, médicaments, et prudence. En sortant du cabinet, Loïc me prit le bras comme on le ferait avec un vieil ami fragile. Tu sais, papa, c'est mon tour, maintenant. C'est moi qui veille sur toi. Je voulus protester, dire que j'étais encore capable de marcher seul, de cuisiner, de lire mes journaux. Mais son regard ne laissait pas place à la fierté. Il n'y avait ni pitié ni condescendance, seulement de la tendresse. Et j'acceptais. Les jours suivants, il s'occupa de tout. Il réduisit mes déplacements, aménagea une chambre au rez-de-chaussée pour éviter les escaliers, installa un fauteuil près de la baie vitrée. Chaque matin, il me servait le café avant même que je ne le demande. Il déposait le journal sur la table, toujours plié au bon endroit, celui des mots croisés. « Tu veux que je t'aide » me demandait-il. « Non, répondis-je. Tant que je peux remplir mes cases, je ne suis pas encore à remplir les tiennes. » Il riait, secouant la tête. Cette inversion des rôles fut plus douce que je ne l'aurais cru. Je me surprenais parfois à l'observer comme j'observais jadis ses premiers pas. Il avait cette patience, cette attention aux détails que j'avais autrefois admirée chez Marianne. C'était comme si elle avait laissé en lui une graine qui n'avait attendu que le temps et la douleur pour éclore. Un soir, alors que la pluie tombait fort, Loïc entra dans ma chambre. Il tenait à la main une boîte en bois, la même qui avait contenu la dernière lettre de Marianne. « Je crois qu'on ne l'a jamais ouverte complètement, dit-il. » Je fronçai les sourcils. « Il y a encore quelque chose dedans ?» Il hocha la tête et souleva le couvercle. À l'intérieur, un petit carnet de cuir usé. Sur la première page, on pouvait lire l'écriture fine et droite de Marianne. « Pour toi, Henri. Et pour toi aussi, Loïc, quand tu seras prêt à écouter. » Nous nous regardâmes, silencieux. Puis il commença à lire à voix haute. « Je vous ai toujours aimé différemment. Henri, tu es la racine. Loïc, tu es la branche. L'un soutient, l'autre s'élève. Vous n'avez jamais parlé la même langue, mais l'amour que vous portez l'un à l'autre était là, caché derrière vos maladresses. Si un jour la douleur vous sépare, souvenez-vous, la vérité se trouve dans le pardon, pas dans les explications. » Sa voix se brisa sur les derniers mots. Il ferma le carnet doucement et le posa sur mes genoux. « Elle savait tout, murmurai-je. Oui. Même ce qu'on aurait préféré qu'elle ignore. » Ce soir-là, nous restâmes assis côte à côte, sans un mot. Il y a des silences qui valent 1000 réconciliations. Les jours qui suivirent furent d'une tendresse simple. Loïc venait me lire le journal, m'aidait à marcher dans le jardin, me préparait des infusions. Je sentais qu'il craignait ma mort, même s'il ne le disait pas. Alors, pour le rassurer, je fis ce que j'avais toujours su faire, enseigner. Un matin, je lui dis. « Tu sais, Loïc, la vie n'a jamais été une ligne droite. On trébuche, on se perd, et parfois, on se retrouve au bon endroit sans savoir comment. » Il m'écoutait, attentif, comme un élève docile. « Ce qui compte, ajoutai-je, ce n'est pas de ne pas tomber, mais de tomber en sachant qu'on se relèvera. Et quand on ne peut plus se relever seul, il faut avoir appris à tendre la main. » Il sourit. « C'est ce que tu as fait pour moi. » Non. C'est ce que ta mère a fait pour nous deux. Il rit doucement, puis me serra la main. Je sentis dans ce geste la promesse silencieuse qu'il continuerait à faire vivre ce que Marianne avait commencé. Au fil des semaines, je me mis à écrire davantage dans mon carnet, pas des réflexions, cette fois, mais des lettres. Une pour Loïc, une pour Marianne, comme si elles se rejoindraient un jour dans le même tiroir du temps. Loïc, si tu lis ceci, c'est que je suis parti un peu avant toi. N'aie pas peur. La maison n'est pas un monument à notre mémoire, c'est un feu qu'il faut entretenir. Continue d'y accueillir, de pardonner, d'aimer. Et quand tu douteras, regarde la mer, elle oublie tout, mais elle recommence toujours. Je rangeai la lettre dans la boîte de bois, à côté du carnet de Marianne. Le soir même, alors que le vent soufflait fort, je vis Loïc fermer les volets et revenir s'asseoir à mes côtés. « Tu sais, papa, parfois je me dis que maman n'est jamais vraiment partie. »« Non, dis-je. Elle est là, entre nous. Tu crois qu'elle est fière ? » ?»« Oui. Et moi aussi. » Il me regarda, étonné. « Tu ne me l'avais jamais dit. »« Je sais. Les mots viennent tard, parfois. Mais ils viennent. » Il posa sa tête sur mon épaule, comme il le faisait quand il était petit. Et dans le silence de la nuit, je compris que tout ce que j'avais cherché à lui transmettre tenait dans ce simple geste, la tendresse, la continuité, la paix. Les jours raccourcissaient, et l'air d'Arcachon prenait cette odeur de pain mouillé qu'on sent avant l'hiver. La lumière, plus basse, dessinait des ombres longues sur les murs de la maison.
J'aimais cette saison. Elle me rappelait l'automne de mon enfance, celui où mon père rentrait du travail avec une odeur de tabac froid et de pluie sur son manteau. Mais cet automne-là avait un goût particulier, celui de la fin d'un cycle. Je savais que mon corps commençait à céder. Les matins devenaient plus lourds, les pas plus hésitants, la respiration plus courte. Le médecin, venu me voir à domicile, parlait d'un cœur fatigué mais courageux. Il voulait dire, ça tiendra encore un peu, mais pas indéfiniment. Je ne dis rien à Loïc. Pas encore. Je ne voulais pas troubler la paix fragile que nous avions construite. Un soir, pourtant, tout bascula. Je descendais l'escalier, une tasse à la main, lorsque le sol sembla se dérober sous mes pieds. Je sentis une douleur sourde me traverser la poitrine, puis un noir total. Quand je repris conscience, j'étais allongé sur le canapé, et Loïc me tenait la main. Ses yeux rougis me fixaient avec une terreur enfantine. « Papa. Tu m'entends » Je voulus parler, mais aucun son ne sortit. Il appela l'ambulance. Je me souviens du bruit des sirènes, des lumières bleues, de sa main qui ne lâchait pas la mienne. À l'hôpital de Bordeaux, les médecins furent rassurants, crise cardiaque légère, intervention rapide, pronostic favorable. Vous avez de la chance, dit un jeune interne. À votre âge, beaucoup n'en réchappent pas. Je souris faiblement. J'ai surtout un fil têtu, répondis-je. Loïc resta à mes côtés jour et nuit. Il dormait sur la chaise, la tête penchée contre le lit, les mains croisées. Je le voyais prier parfois, sans bruit. Lui, qui n'avait jamais été croyant, murmurait des mots qu'il inventait peut-être. Ce fut la première fois que je le vis pleurer sans chercher à se cacher. J'ai cru que je t'avais perdu, dit-il un matin, la voix tremblante. Pas encore, répondis-je avec un sourire. Il faut bien que quelqu'un signe les papiers du refuge. Il rit malgré lui, essuyant ses yeux d'un revers de main. Ne plaisante pas avec ça. Si je ne plaisante plus, Loïc, c'est que je suis déjà mort. Nous restâmes silencieux un long moment. Dans les couloirs, on entendait le bruit des chariots et les pas feutrés des infirmières. Il serrait encore ma main, fort, comme pour me retenir. Tu sais, papa, j'ai passé toute ma vie à vouloir prouver quelque chose. Et maintenant ? Maintenant, je veux juste que tu sois fier de moi. Je pris une profonde respiration. Je l'ai toujours été, Loïc. Même quand je ne le disais pas. Ce fut la première fois que je le vis sourire à travers les larmes. Les jours suivants, mon état s'améliora. Les médecins me laissèrent sortir, avec la promesse d'un suivi régulier et d'un repos absolu. Loïc avait déjà tout préparé à la maison, la chambre au rez-de-chaussée, un fauteuil adapté, des médicaments rangés sur une étagère. Il gérait tout avec un soin presque excessif. Tu me couvres comme une mère, dis-je un matin. Il fallait bien que je t'imite un jour. Si tu veux me ressembler, commence par lire le journal avant le café. Non, ça, c'est ton truc de vieux. Moi, je lis les mets. Cette complicité nouvelle me réchauffait plus que le soleil. Mais je voyais aussi dans son regard une peur constante, celle de me perdre avant d'avoir tout dit, avant que le lien reconstruit ne soit complet. Alors je décidai d'apaiser cette peur, non pas avec des mots, mais avec un geste. Un après-midi, je lui demandai d'aller chercher la boîte en bois de Marianne. Celle avec les lettres ? Oui. Il est temps que tu l'ouvres complètement. À l'intérieur, il découvrit une enveloppe scellée portant son nom. Il hésita. Tu savais ? Oui. Ta mère me l'avait confié, en me disant d'attendre le bon moment. Et c'est quand, le bon moment ? Quand un père sent qu'il n'a plus rien à enseigner à son fils. Il déchira lentement l'enveloppe. Une lettre courte, mais d'une beauté bouleversante. Mon Loïc ? Si tu lis ces mots, c'est que tu as traversé ce que je craignais pour toi, la perte, la honte, le manque. Mais si tu es encore debout, c'est que tu as trouvé ce que je voulais que tu découvres, la force de recommencer. L'argent, la réussite, tout cela s'en va. Ce qui reste, c'est la bonté. Ne cherche pas à être parfait. Cherche à être juste. Et prends soin de ton père. Il t'aime plus qu'il ne te l'a jamais dit. Maman ? Loïc resta silencieux, les yeux embués. Puis il dit. Elle savait tout. Même ça ? Oui. Elle savait que tu serais prêt à lire cette lettre au moment où moi, je commencerai à m'éteindre. Tu vas pas t'éteindre, papa. On s'éteint tous, Loïc. Mais certains ont la chance de partir en voyant la lumière. Il posa la lettre sur la table et me serra dans ses bras. Je sentis ses larmes couler sur mon cou, et pour la première fois depuis des décennies, je me laissai pleurer aussi. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une sorte de paix profonde, le sentiment d'avoir accompli ce que la vie attendait de moi. Les jours suivants furent calmes. Je restais souvent dans le jardin, sous le grand pin que Loïc avait planté l'année précédente.
Il venait s'asseoir à côté de moi, parfois sans parler. Nous regardions la mer ensemble. Tu sais, dis-je un soir, la maison, c'est toi maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je n'en suis que le souvenir. C'est toi qui lui donnes sa voix. Il hocha la tête, ému. Le soleil disparaissait lentement derrière les dunes, et je sentis, dans la lumière dorée du soir, comme une présence. Peut-être Marianne. Peut-être la vie elle-même, satisfaite d'avoir bouclé son cercle. Les semaines passèrent, lentes et paisibles. Ma santé se stabilisait, mais je sentais que quelque chose, au fond, ça me nuisait. Ce n'était plus la douleur physique, mais une fatigue d'un autre ordre, celle des âmes qui ont terminé leur travail. Je ne redoutais pas la mort. J'en avais simplement conscience, comme on sent l'automne approcher après un été trop long. Un matin de décembre, le ciel était clair, lavé par le vent. Loïc préparait le café dans la cuisine, fredonnant une chanson de son enfance. « Dis-moi, lui dis-je en m'asseyant, est-ce que la voiture est en état de rouler jusqu'à Bordeaux ?» Il se tourna, surpris. « Bordeaux? Pourquoi faire? J'aimerais revoir la maison. Celle où ta mère et moi avons vécu. Juste une dernière fois. » Il hésita. « C'est risqué, papa. Le trajet, la fatigue. Je ne te parle pas d'un aller-retour, Loïc. Je parle d'un adieu. » Il me regarda longtemps, puis hocha lentement la tête. « Très bien. On y va demain matin. » Le lendemain, nous prîmes la route. La voiture longeait les vignes dépouillées du Médoc, les villages endormis, les rivières argentées sous le givre. Je n'avais pas revu Bordeaux depuis des années. Quand les tours du pont Chabandelma apparurent à l'horizon, j'eus le cœur serré. Tout semblait plus grand, plus bruyant, plus moderne. Et pourtant, la mémoire restait intacte. Nous arrivâmes devant l'ancienne maison, rue Judaïque. Les nouveaux propriétaires avaient refait la façade, mais la vieille glycine grimpait encore au-dessus de la porte. Je restai quelques minutes sans descendre. « Tu veux entrer ?» demanda Loïc. « Non. Je veux juste la regarder. » J'observais les volets verts, les pierres blondes, la fenêtre du bureau où j'avais écrit mes premiers articles, celle de la cuisine où Marianne faisait son café en chantonnant. Le vent apportait l'odeur du pain chaud de la boulangerie d'en face. Tout était à la fois semblable et étranger. « C'est là qu'on vivait ?» murmura Loïc. « Oui. C'est là que tout a commencé. Et, d'une certaine façon, c'est là que tout finit. » Je sortis lentement une petite clé de ma poche. « Qu'est-ce que c'est ? » Une clé que j'ai gardée. Elle ne correspond plus à aucune serrure, je le sais. Mais elle symbolise quelque chose que ta mère m'avait demandé de ne jamais oublier. Quoi donc ? Que certaines portes se ferment pour mieux nous apprendre à frapper ailleurs. Loïc resta silencieux, le regard fixé sur la clé posée dans ma main. Et tu veux en faire quoi ? La laisser ici. Je sortis de la voiture, lentement. Mes jambes tremblaient, mais Loïc m'aida à avancer. Je posai la clé sur le rebord de la vieille pierre, sous la glycine. Elle restera là, dis-je. Comme un souvenir inutile, mais fidèle. Nous restâmes quelques minutes, puis nous reprîmes la route, sans un mot. Sur le chemin du retour, Loïc conduisait lentement, le regard fixé droit devant lui. « Papa, dit-il enfin, je crois que je commence à comprendre. » Quoi donc ? Que tu n'as jamais vraiment cessé d'aimer maman. Même après tout ce temps. On n'aime jamais après, Loïc. L'amour, le vrai, ne s'éteint pas. Il change de forme. Il devient mémoire, puis présence, puis silence. Il hocha la tête, ému. Nous roulâmes longtemps sans parler, jusqu'à Arcachon. À l'arrivée, la mer était haute et calme. Les pensionnaires du refuge étaient sortis pour accueillir le vieux capitaine, comme il m'appelait. Je plaisantais, souriant, mais je savais que c'était la dernière fois que je franchissais ce portail. Le soir venu, je demandai à Loïc de venir dans ma chambre. « Il y a quelque chose que je dois te montrer, » dis-je. Je sortis un dossier de mon tiroir. Dedans, des papiers notariés, un testament. « Papa. Ne fais pas cette tête. Il fallait bien s'en occuper. » Je lui tendis les documents. « Tout ce que je possède revient à la maison. Pas à toi seul, mais à elle. À la maison des roses du fleuve. Elle doit continuer, même quand nous ne serons plus là. Mais, papa, je ne veux pas de ton argent. Ce n'est pas pour toi. C'est pour ce que tu as bâti. Tu as donné un sens à nos erreurs. C'est ta mère qui t'a inspiré, mais c'est toi qui l'as réalisé. » Il lut les papiers sans un mot. Puis il leva les yeux vers moi. « Tu savais que je n'en voulais pas, alors pourquoi ? Parce qu'il faut que tout ait un cercle. Nous avons détruit, puis reconstruit. Ce testament ferme la boucle. » Il resta silencieux un instant, puis murmura. « Tu es prêt à partir, n'est-ce pas ?
Je souris. Oui. Mais pas ce soir. Ce soir, je veux entendre le bruit de la mer une dernière fois. Il ouvrit les volets. La lune se reflétait sur les vagues. Je sentis l'air salé entrer dans la pièce, apaisant, familier. Je regardai Loïc, son visage éclairé par la lumière bleue du dehors. Tu te souviens, quand tu étais petit, tu avais peur de l'eau. Oui. Et toi, tu disais toujours, regarde-la bien, elle ne te veut pas de mal. Elle veut juste te ramener à toi-même. C'est encore vrai. Je tendis la main et la posai sur la sienne. Promets-moi quelque chose. Tout ce que tu veux, papa. Promets-moi que tu ne feras pas de cette maison un mausolée. Qu'elle continuera à rire, à vivre, à accueillir. Je te le promets. Il me serra la main longtemps, sans parler. Dehors, le vent faisait chanter les volets. La mer, au loin, respirait lentement. Je sentis alors une paix étrange m'envahir. Tout ce que j'avais aimé, Marianne, mon fils, cette maison, était encore là, vivant, dans le même battement de cœur. Et je compris, dans ce silence, que le temps n'efface rien, il apprend simplement à aimer autrement. Les jours suivants furent d'une douceur étrange. Tout semblait suspendu, comme si le temps lui-même avait ralenti pour nous accorder un sursis. Le ciel d'hiver baignait la maison d'une lumière pâle, et la mer, en contrebas, semblait respirer au même rythme que moi, lente, régulière, fatiguée mais apaisée. Je passais mes journées dans le fauteuil près de la baie vitrée, emmitouflé dans un plaid. Loïc venait souvent s'asseoir à mes côtés, un livre à la main, ou simplement en silence. Il avait compris que, désormais, les mots étaient superflus. Nous n'avions plus besoin de parler pour nous comprendre. Chaque regard, chaque sourire suffisait. Le soir, il me lisait les lettres des pensionnaires, les comptes rendus des travaux, les projets à venir. La maison continuait de croître, une bibliothèque allait être construite, un petit atelier d'écriture était en préparation. Tu vois, papa, disait-il, la maison devient ce que tu voulais, un lieu de parole. Non, répondis-je. Elle devient ce que ta mère voulait, un lieu de renaissance. Il acquiesçait, ému, et je voyais dans ses yeux ce mélange d'amour et de tristesse qu'ont les enfants lorsqu'ils sentent que le fil se relâche. Une nuit, je me réveillai en sursaut. La mer grondait au loin, et une douleur légère serrait ma poitrine. Pas violente, mais différente. Définitive. Je sus, à cet instant précis, que le voyage touchait à sa fin. Je regardais autour de moi, tout était en ordre. Le carnet de Marianne sur la table, la boîte en bois dans le tiroir, et sur le mur, la photo d'elle, souriante, tenant Loïc enfant dans ses bras. Je pris une feuille et un stylo. Mes mains tremblaient un peu, mais je parvins à écrire, lentement, ce qui devait l'être. Mon fils. Si tu lis cette lettre, c'est que j'ai enfin rejoint ta mère. Ne sois pas triste. La vie ne s'achève pas, elle se transforme. Tu es devenu l'homme que j'espérais, et même davantage, un homme capable de bonté sans attendre de retour. N'oublie jamais ceci, le pardon ne se donne pas une fois, il se vit chaque jour. Tu as réparé ce qui devait l'être, et tu as créé ce que nous n'avions pas su imaginer. Continue. Aime. Transmets. Et quand viendra ton tour de partir, n'aie pas peur. Nous serons là, au bord du fleuve, à t'attendre. Je pliai la lettre, la glissai dans la boîte, puis me laissai aller contre le dossier du fauteuil. Le bruit de la mer s'apaisa, la respiration du monde devint lente, et je sentis une chaleur douce m'envahir, comme si Marianne posait sa main sur mon cœur. Je souris, puis fermai les yeux. Le lendemain matin, Loïc entra dans la chambre avec le café. Papa, dit-il doucement. Aucune réponse. Il s'approcha, posa la tasse, puis comprit. Il s'agenouilla, prit ma main dans la sienne, et resta là longtemps, sans un mot. La mer dehors continuait de rouler, indifférente et fidèle. Il m'embrassa sur le front. Merci, papa, murmura-t-il. Merci d'avoir attendu que je sois prêt. Les jours qui suivirent furent étranges, comme s'il marchait dans un rêve. Il organisa la cérémonie simplement, comme j'aurais voulu, un cercueil de pain, une poignée d'amis, quelques pensionnaires venus dire adieu à celui qu'ils appelaient le vieux capitaine. Le prêtre lut quelques mots, mais c'est Loïc qui prit la parole à la fin. Mon père m'a appris qu'on pouvait tout perdre, sauf la possibilité de recommencer. Il m'a appris que le pardon est une construction, pas un miracle. Et il m'a laissé une maison, mais surtout un sens. Il s'arrêta, la voix tremblante. Papa, je te promets que ta voix continuera ici, dans chaque rire, chaque repas, chaque seconde de cette maison. Il déposa sur le cercueil la vieille clé que j'avais laissée sous la glycine à Bordeaux. Puis il resta debout, les mains dans les poches, regardant le ciel. Le soir même, de retour à la maison, il ouvrit la boîte de bois. À l'intérieur, la lettre. Il la lut lentement, les mots dansant à travers ses larmes.
Quand il arriva à la fin, nous serons là, au bord du fleuve, à t'attendre. Il ferma les yeux et pleura longtemps. Mais ce n'était plus le chagrin d'un fils qui perd son père. C'était celui d'un homme qui comprend enfin ce qu'est la continuité. Les semaines passèrent. La vie reprit son cours, doucement. Les pensionnaires continuaient à venir, la maison vivait, et Loïc, fidèle à sa promesse, fit graver une phrase sur la pierre à l'entrée. Ici, on apprend à recommencer. Sous cette devise, il fit planter un rosier blanc, celui que sa mère aimait tant. Chaque printemps, quand il fleurissait, la maison se remplissait de ce parfum doux et entêtant qui rappelait la paix, la mer, la mémoire. Loïc avait changé. Il parlait peu de la mort de son père, mais on sentait qu'elle vivait encore dans chacun de ses gestes. Il avait repris l'écriture, cette fois pour lui. Ces textes parlaient d'hommes qui tombent et se relèvent, de pères silencieux et de fils impatients, de la mère qui lave sans juger. Parfois, tard le soir, il montait sur la terrasse et regardait l'horizon. Il avait l'impression d'entendre deux voix dans le vent, l'une grave et calme, l'autre douce et rieuse. Celle de ses parents. Et il se disait que, peut-être, c'était ça, le vrai héritage. Non pas des biens ou des maisons, mais une façon d'aimer, de pardonner, et de continuer à bâtir même quand tout semble perdu. 5 ans avaient passé depuis la mort de mon père. 5 années pendant lesquelles la maison des Roses du Fleuve était devenue bien plus qu'un refuge, un foyer, un symbole, presque une légende locale. Les journaux n'en parlaient plus, mais les gens continuaient de venir. Des hommes en errance, des femmes en rupture, des jeunes fuyant la solitude. Tous trouvaient ici un lit, un repas chaud, mais surtout une oreille. Je vivais dans la petite chambre du rez-de-chaussée, celle qu'occupait autrefois mon père. J'y avais ajouté quelques livres, un vieux fauteuil, et une photo de lui et de maman posée sur la table de nuit. Chaque matin, j'ouvrais les volets sur la mer, et le même parfum de sel entrait, comme une bénédiction silencieuse. Je me surprenais souvent à parler tout haut, comme s'il m'écoutait encore. Tu vois, papa, on a ajouté une salle d'études. Et un potager derrière la maison. Maman aurait aimé ça. Les pensionnaires m'appelaient désormais Monsieur Loïc, même si je préférais qu'ils disent simplement Loïc. J'étais l'un des leurs, pas un directeur. Je faisais la cuisine, les courses, j'aidais à repeindre les murs, à réparer les robinets. J'avais appris que la dignité se cache dans la simplicité. Un matin d'automne, alors que je balayais la terrasse, une voiture s'arrêta devant le portail. Un jeune homme en descendit. Il devait avoir 25 ans, peut-être moins. Des yeux sombres, une barbe de quelques jours, un sac à dos élimé. Il s'approcha, nerveux. « Bonjour, c'est bien ici, la maison des Roses du Fleuve. » « Oui, répondis-je. »« Tu cherches un endroit pour dormir ?»« Oui, enfin, je sais pas trop. On m'a dit que vous aidiez les gens un peu perdus. » Je reconnus immédiatement dans son regard quelque chose de familier. Cette fierté maladroite mêlée de honte. Celle que j'avais eue, moi aussi, quand je revenais d'Espagne, brisé, mais trop orgueilleux pour l'admettre. « Entre, dis-je simplement. Ici, on ne pose pas trop de questions le premier jour. » Il entra. Je lui préparai du café, lui montrai une chambre. « Tu t'appelles comment ?»« Julien. »« Eh bien, Julien, bienvenue chez toi. » Il me regarda, surpris. « Chez moi ?»« Oui. Tant que tu as besoin d'un toit, c'est chez toi. » Il hocha la tête, sans trop y croire. Les premiers jours, il resta réservé, distant. Il mangeait peu, parlait peu, passait des heures à marcher sur la plage. Puis, petit à petit, il commença à aider, un coup de main à la cuisine, un peu de peinture sur les volets, quelques courses. Un soir, alors que nous rangions les outils, il se décida enfin à parler. « Vous savez, Loïc. J'avais un père, moi aussi. Enfin, je l'ai toujours, mais on ne se parle plus. Il m'a viré de la maison. Pourquoi? J'ai volé de l'argent. Pas beaucoup, mais, il m'a dit que j'étais comme ma mère, incapable d'assumer quoi que ce soit. » Je sentis un frisson me parcourir. C'était comme si le passé revenait me visiter sous un nouveau visage. Je pris une inspiration lente. Et maintenant? Maintenant, je me dis que peut-être il avait raison. J'ai tout raté. Je posai la main sur son épaule. Non, Julien. Tu n'as pas tout raté. Tu es encore vivant, et tu es ici. C'est déjà une victoire. Vous croyez vraiment qu'on peut changer? Pas seulement. Je sais qu'on peut. Il resta silencieux, les yeux baissés. Puis il dit. Vous parlez comme quelqu'un qui l'a fait. Je souris. Peut-être bien. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Le visage de Julien me hantait. Je me revoyais, à 30 ans, plein d'ambition, persuadé que le monde me devait quelque chose. Je revoyais le jour où j'avais vidé le compte de mon père, où j'avais vendu sa maison.
Et je compris que la vie m'offrait une seconde chance, non pas de me faire pardonner à nouveau, mais de transmettre à mon tour le pardon que j'avais reçu. Les semaines passèrent, et Julien changea. Il se leva plus tôt, parla plus, rit même. Il s'intéressait aux autres, posait des questions. Un soir, après le dîner, il me dit. Vous savez, Loïc, j'ai repensé à mon père. J'aimerais lui écrire. Alors écris-lui. Et s'il ne me répond pas? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour lui que tu écris. C'est pour toi. Il me regarda longuement, puis hocha la tête. Le lendemain matin, il me montra la lettre. Elle commençait ainsi. Papa, je ne cherche pas ton pardon. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai détruit. Je lui fis signe de la postère. Quelques semaines plus tard, il reçut une réponse. Courte, maladroite, mais réelle. Julien, je ne te promets rien. Mais tu peux venir à la maison si tu veux parler. Papa. Il vint me voir, la lettre à la main, les yeux brillants. Vous aviez raison, Loïc. Parfois, écrire suffit à rouvrir une porte. Oui, dis-je doucement. Mais tu as fait plus que l'ouvrir. Tu as marché jusqu'à elle. Il m'enlaça, sans prévenir. Ce geste simple, sincère, fit remonter une émotion que je croyais apaisée. Je sentis la présence de mon père à mes côtés, invisible mais vivante. Cette nuit-là, en rangeant la cuisine, je pris le carnet qu'il m'avait laissé. J'y écrivis. Aujourd'hui, j'ai compris ce qu'il voulait dire quand il parlait de continuité. Ce n'est pas seulement transmettre une maison ou un nom. C'est transmettre la possibilité de recommencer. Et tant qu'un seul homme franchira ce portail pour tenter de se relever, il sera encore là. Je posai le stylo, regardai le ciel à travers la fenêtre. Les étoiles scintillaient au-dessus de la mer. Je murmurai. Bonne nuit, papa. Le fleuve continue de couler. Julien était parti un matin de février. Il n'avait emporté qu'un petit sac et la lettre de son père, soigneusement pliée dans la poche de sa veste. Avant de partir, il était venu me voir dans la cuisine. Vous croyez qu'il voudra me voir, Loïc? J'en suis sûr. Il n'y a pas de père qui refuse la main qu'on lui tend. Certains ont juste peur de la prendre. Il m'avait serré la main, nerveusement. Si je reviens pas, merci pour tout. Si tu ne reviens pas, ce sera que tu as trouvé ta place. Et ce sera encore mieux. Je l'avais regardé s'éloigner par le sentier qui mène à la gare, silhouette frêle mais droite. Quand la porte se referma, la maison me sembla soudain trop grande, trop silencieuse. Les semaines passèrent. Le printemps arriva. Je recevais parfois des cartes de lui, de Toulouse, de Limoges, puis de Poitiers. Toujours les mêmes mots. Je vais bien. J'apprends. Je pense à vous. Puis, un jour de mai, il revint. Je ne l'attendais pas. Je l'ai vu descendre d'un taxi, un sac à la main, les épaules plus larges, le regard plus calme. Julien. Dis-je en sortant sur la terrasse. Il me sourit, un vrai sourire, sans cette ombre de honte qu'il portait autrefois. Je suis rentré, Loïc. Enfin, je crois. Je le fis entrer. Il posa son sac, observa la pièce longuement, comme on regarde un lieu sacré. Rien n'a changé, murmura-t-il. Si. Toi. Il sourit à nouveau, puis s'assit. Il m'a accueilli, vous savez. Mon père. Il t'a parlé? Oui. Pas tout de suite. Les 2 premiers jours, on s'est à peine regardé. Il était froid, distant. Mais il m'a laissé rester. Puis, un matin, il m'a fait du café. Et il m'a dit, tu veux du sucre? Je ris. C'est souvent comme ça que ça recommence. Oui. 3 mots. Et après, tout est redevenu possible. Il raconta le reste, lentement, avec cette émotion contenue de ceux qui ont enfin trouvé la paix. Ils avaient parlé des années perdues, de la mère partie trop tôt, des erreurs, des silences. Julien n'avait pas tout expliqué, il n'avait pas tout excusé non plus. Mais il avait écouté. Et c'était suffisant. Vous savez, Loïc, il m'a dit une chose étrange. Laquelle? Il m'a dit, quand on devient père, on comprend qu'aimer, c'est parfois se taire. Je souris tristement. Oui. C'est ce que mon père faisait tout le temps. Il se taisait, mais tout était dit. Julien hocha la tête, ému. Et vous, il vous manque? Je pris une grande inspiration. Il me manque chaque jour. Mais pas comme une absence. Comme une présence calme, silencieuse. Tu vois, parfois, je crois encore entendre sa voix, ici, dans la maison. Je comprends, dit-il. Quand je pense à ma mère, c'est pareil. Le silence qui suivit n'était pas vide.
Il y avait dans l'air une paix que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Julien, assis là, me rappelait moi-même à 30 ans, jeune, cabossé, mais prêt à apprendre à aimer. Les jours suivants, il resta à la maison. Il aidait dans le potager, lisait dans la bibliothèque, discutait avec les nouveaux pensionnaires. Peu à peu, je vis en lui cette lumière particulière qu'on appelle parfois la sagesse des repentis, cette douceur tranquille de ceux qui ont touché le fond et qui, désormais, marchent plus lentement, mais plus droit. Un soir, alors que nous dînions dehors, il me dit. Loïc, pourquoi vous avez créé ce lieu, vraiment? Je réfléchis un instant. Pour mon père. Et pour ma mère. Ils m'ont appris, chacun à leur manière, que la bonté est un devoir. Et vous croyez que vous avez réussi? Je souris. Je crois que la réussite n'existe pas, Julien. Il n'y a que la continuité. Il resta pensif, puis murmura. Alors peut-être que c'est à mon tour de continuer. Cette phrase me toucha profondément. Je compris alors que le cercle se refermait, encore une fois. Julien n'était plus un pensionnaire. Il devenait le nouveau relais, le témoin vivant de cette chaîne invisible qui reliait les hommes à travers leurs fautes et leurs pardons. Les semaines passèrent. Je lui confiai davantage de responsabilités, la gestion des arrivées, la coordination avec les associations, les repas du soir. Il s'en sortait merveilleusement. Un jour, je le surpris dans la cuisine, entouré des pensionnaires, leur racontant des anecdotes, riant à pleins éclats. Je restai à la porte, ému, sans oser entrer. C'était la même image qu'autrefois, quand mon père observait Loïc dans cette maison. Le même silence attendri, la même reconnaissance muette. Le soir venu, je notai dans mon carnet. Le fleuve continue. Julien a pris le relais sans le savoir. C'est ainsi que le pardon se perpétue de main en main, de voix en voix. Aucun homme n'est sauvé seul. Le lendemain, Julien frappa à ma porte. Loïc, j'aimerais vous montrer quelque chose. Il me conduisit dans le jardin, jusqu'à l'endroit où poussait le rosier blanc. Une petite plaque en bois était plantée au pied du rosier. Je me penchai pour lire. À Henri Moreau, qui a enseigné à son fils qu'on peut toujours recommencer. Je levai les yeux vers lui, bouleversé. C'est toi qui as fait ça? Oui. J'ai demandé à un artisan du village. Je voulais que votre père ait sa place ici. Je sentis mes yeux s'embuer. Merci, Julien. Tu n'imagines pas ce que ça représente. Si, dit-il doucement. Parce que moi aussi, j'ai un père. Nous restâmes là, devant le rosier, tandis que le vent de l'océan faisait danser les branches. Le soleil se couchait lentement, dorant la façade de la maison. Je murmurai, presque pour moi-même. Tu vois, papa, ta leçon n'est pas morte. Elle a changé de visage. Julien posa une main sur mon épaule. Vous croyez qu'il vous entend? J'en suis certain. Les morts ne disparaissent pas. Ils écoutent, simplement, plus loin. Les années avaient encore passé. J'avais maintenant 60 ans. Mes cheveux avaient blanchi, mes gestes s'étaient ralentis, mais mon esprit restait clair. La maison des roses du fleuve vivait mieux que jamais. Julien, à 30 ans passés, en était devenu le cœur battant. Il connaissait chaque pensionnaire par son prénom, savait leurs histoires, leurs habitudes, leurs silences. Il avait cette patience tranquille, ce mélange de fermeté et de douceur qui faisait de lui un guide naturel. Moi, je passais de plus en plus de temps à observer. Assis sur la terrasse, je regardais les allées et venues, les repas partagés, les rires dans la cuisine. Tout ce que mon père avait rêvé, tout ce que ma mère avait espéré, était là, devant moi. Et pourtant, une inquiétude sourde persistait, celle de savoir quand il fallait lâcher prise. Transmettre, c'est facile à dire. Mais c'est autre chose de le vivre. J'avais peur, je crois, de devenir pour Julien ce que mon père avait été pour moi, une ombre, un rappel constant du passé, un témoin silencieux difficile à dépasser. Et puis, surtout, j'avais peur de me tromper sur lui. Peur de lui faire trop confiance, comme Henri m'avait fait confiance autrefois, avant que je ne le trahisse. Un soir d'hiver, je lui en parlais. Nous étions dans le bureau, entourés de dossiers et de tasses de café vides. Julien, dis-je en fixant la fenêtre, tu sais que je ne serai pas toujours là. Il me regarda, un peu inquiet. Qu'est-ce que tu veux dire? Que la maison doit continuer. Et que c'est toi qui devras la porter. Il resta silencieux, comme s'il pesait le poids de mes mots. Loïc, je ne suis pas sûr d'en être capable. Tu le es. Non? Toi, tu avais l'expérience, la maturité. Moi, je n'ai fait que suivre ton exemple. Et c'est pour ça que tu es prêt. Il baissa les yeux, gêné. Je le connaissais assez pour savoir qu'il ne cherchait pas à se dérober, mais à ne pas décevoir. Julien, écoute-moi, repris-je calmement. Je sortis le vieux carnet de mon père,
celui que je gardais toujours dans le tiroir du bureau. Je l'ouvris à la première page, où il avait écrit. Tout ce qu'on enseigne ne sert à rien si on ne laisse pas la place à ceux qui apprennent. Je le lui tendis. Tiens. Ce carnet, c'est ton tour maintenant. Il hésita. Tu veux dire, pour moi? Oui. Écris Y ce que tu veux. Ce que tu comprends, ce que tu ressens, ce que tu veux laisser derrière toi. Il prit le carnet avec précaution, comme un objet sacré. Loïc, je ne veux pas te remplacer. Tu ne me remplaceras pas. Tu continueras. Le silence qui suivit fut lourd, mais doux. Il hocha la tête, les yeux humides. Les jours suivants, je le vis prendre davantage d'initiatives. Il organisait les réunions, répondait aux lettres, gérait les budgets. La maison, sans que je m'en rende compte, était déjà entre ses mains. Mais le vrai passage devait encore se produire, non pas administratif, mais symbolique. Il arriva un soir de tempête. Le vent hurlait, la mer frappait contre les rochers, et l'électricité sauta. Les pensionnaires, inquiets, se regroupèrent dans le salon à la lueur des bougies. Julien prit les choses en main, distribua les lampes, rassura tout le monde. J'étais fatigué, je m'étais assis près du poêle. Puis soudain, un grand bruit retentit, une fenêtre venait d'exploser sous la pression du vent. Julien courut dehors pour la refermer, sans réfléchir. Je voulus le suivre, mais mon corps me trahit. Mes jambes fléchirent, et je m'écroulai. Le chaos dura quelques minutes. Des voix, des cris, le bruit du vent. Puis je sentis des bras me soulever. Julien, trempé jusqu'aux os, me ramenait à l'intérieur. Loïc. Ça va? Je respirais difficilement, mais je lui fis signe que oui. Ne refais plus jamais ça, dis-je entre deux souffles. Toi non plus, murmura-t-il avec un sourire nerveux. Il resta à mon chevet toute la nuit. Quand je me réveillai au matin, la tempête était passée. Le soleil revenait sur la mer, et Julien dormait sur la chaise, épuisé. Je le regardai longuement. J'eus alors une pensée claire, lumineuse, c'est le moment. Quelques jours plus tard, nous réunîmes les pensionnaires et les bénévoles dans le jardin. Je pris la parole, d'une voix lente, mais assurée. Mes amis, il y a 20 ans, cette maison n'était qu'un souvenir et une promesse. Elle a grandi, changé, accueilli. Aujourd'hui, elle a besoin d'un nouveau gardien. Je me tournai vers Julien. Ce gardien, c'est lui. Un murmure parcourut le groupe. Julien se leva, surpris. Loïc, Non, Julien. C'est ton heure. Je lui tendis une clé, la clé symbolique du portail principal, celle qu'Henri m'avait donnée autrefois. Tu vois cette clé? Mon père me l'a confiée. Elle vient de lui, de moi, et maintenant de toi. Il l'a pris, les mains tremblantes. Je ne sais pas quoi dire. Dis juste merci. Il me regarda droit dans les yeux. Merci, Loïc. Pour tout? Non, Julien. Merci à toi. Tu m'as rappelé que rien n'est jamais perdu. Les pensionnaires applaudirent. Certains pleuraient. Le soleil, timide, perçait les nuages, illuminant le rosier blanc. Je crus voir, l'espace d'un instant, deux silhouettes se dessiner dans la lumière, celle de mon père et de ma mère, debout côte à côte, souriant. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je sortis sur la terrasse, seul, enveloppé dans une couverture. La mer brillait doucement sous la lune. Je murmurai dans le vent. Tu vois, papa? C'est fait. Le fleuve continue de couler. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis une paix totale. Les semaines qui suivirent la passation furent comme un long apaisement. La maison ne m'appartenait plus vraiment, et c'était très bien ainsi. Chaque matin, je regardais Julien s'activer avec cette énergie tranquille qui m'échappait désormais, réunions, repas, réparations, lettres. Il avait sa propre façon de faire, plus moderne, plus directe, mais l'âme du lieu restait la même. Je ne donnais plus d'ordre, je proposais à peine. Je me contentais d'être là, comme un vieux chêne au bord du sentier, on sait qu'il est là, qu'il abrite, qu'il écoute, mais on ne lui demande plus de pousser. C'est étrange, le sentiment de disparaître doucement sans que personne ne s'en aperçoive. Ce n'est pas de la tristesse, c'est une forme de gratitude silencieuse. Le matin, je descendais jusqu'à la plage, à petits pas. Je m'asseyais sur le banc de pierre d'où l'on voyait le port. Parfois Julien me rejoignait. Nous parlions peu, le bruit de la mer suffisait. D'autres fois, il restait à la maison, et je le regardais de loin, comme mon père m'avait regardé, des années plus tôt. Je comprenais enfin cette expression qu'il avait eue ce jour-là, un mélange d'amour, de fierté, et de détachement. Un après-midi, Julien vint me voir dans ma chambre. Loïc, dit-il, j'ai reçu une invitation. Ah. La mairie veut organiser une journée du souvenir, ici.
pour parler de la création de la maison, de ton père, de toi. Je souris. Je ne suis pas sûr d'être fait pour les cérémonies. Mais les gens ont besoin de comprendre d'où tout vient. Alors raconte-leur. Moi, je préfère écouter la mère. Il rit, secouant la tête. Toujours à fuir les honneurs. Je ne les fuis pas, je les laisse passer. Comme les vagues. Il partit en riant, et je restais seul. Je regardais la boîte en bois sur la table, celle de mon père. Je l'ouvris pour la première fois depuis des années. À l'intérieur, le carnet d'Henri, jauni, dont j'avais confié la suite à Julien. Mais dessous, je découvris quelque chose que j'avais oublié, une photo pliée, celle de mes parents devant la vieille maison de Bordeaux. Au dos, l'écriture fine de ma mère. L'amour ne finit pas. Il se transforme. Je restai longtemps à la contempler. Puis je pris un cahier vierge et commençai à écrire. C'était ma dernière leçon, mon dernier testament, non pas pour les notaires, mais pour ceux qui viendraient après. Cette maison n'est pas une œuvre de charité. Elle est une école de vérité. On y apprend que les hommes tombent, mentent, blessent. Mais qu'ils peuvent aussi guérir, écouter, reconstruire. Rien ne dure, sauf le geste qui relève. Si un jour la mer efface ses murs, que ceux qui liront ces lignes sachent au moins ceci. Un père peut se tromper, un fils peut faillir. Mais tant qu'il cherche à se rejoindre, le monde n'est pas perdu. Je reposai le stylo. Ma main tremblait, mais mon cœur était calme. Je relus ces phrases plusieurs fois avant de les glisser dans la boîte, à côté de la photo. Le soir venu, Julien frappa à ma porte. « Tu écris encore ?»« Oui, un peu. »« Sur quoi ?»« Sur le silence, répondis-je. C'est tout ce qui reste quand les mots ont fait leur travail. » Il s'assit au bord du lit. « Tu sais, Loïc, j'ai peur. »« De quoi ?»« De ne pas être à la hauteur. » Je souris. « Alors tu es prêt. » Seuls ceux qui doutent sont capables d'être justes. Il baissa la tête. « J'aimerais que tu restes encore un peu. »« Je resterai, dis-je doucement. Tant que le fleuve coulera, je serai là. » Le lendemain, la journée du souvenir eut lieu. Les habitants d'Arcachon étaient venus nombreux, bénévoles, anciens pensionnaires, journalistes, enfants du quartier. Julien fit un discours simple. Cette maison a été bâtie sur une histoire de faute et de pardon. Elle appartient à tous ceux qui croient qu'un homme n'est jamais condamné à rester celui qu'il a été. Les gens applaudirent. On dévoila une plaque sur le mur. Maison des Roses du Fleuve fondée par Henri, Marianne et Loïc Moreau, transmise à Julien Béraud. Je sentis mes yeux se mouiller. Mon nom, gravé à côté de ceux de mes parents, puis de ce jeune homme qui, sans le savoir, portait désormais leur héritage. La boucle était complète. Quand la foule se dispersa, Julien s'approcha de moi. « Alors ? C'est beau, dis-je. Tu es fier ? Oui. Pas de moi, mais de toi. Il me prit dans ses bras. Tu m'as appris que la vie est un fleuve. Oui. Et maintenant, c'est toi qui en tiens la rive. Ce soir-là, la maison retrouva son calme. Le vent était doux, la mer tranquille. Je m'assis à mon bureau pour écrire une dernière fois. Je sens la fatigue venir, mais ce n'est plus celle de la peine. C'est celle des choses accomplies. J'ai vu mon père partir, puis j'ai vu mon fils renaître dans un autre. Je peux m'effacer, enfin. Je posai le stylo, éteignis la lampe, et restai à regarder la lune se lever sur la mer. Les vagues se succédaient, régulières, fidèles, comme les générations qui passent et se répondent. Je murmurai dans le silence. Merci, papa. Merci, maman. Merci, Julien. Puis je fermai les yeux, le cœur plein d'une paix simple, celle d'avoir transmis, d'avoir aimé. 10 années ont passé depuis le départ de Loïc. La maison des Roses du Fleuve est toujours debout, plus vivante que jamais. Les murs ont un peu jauni, les volets bleus se sont éclaircis au soleil, mais l'âme du lieu n'a pas bougé. Chaque matin, quand j'ouvre la porte, j'ai l'impression d'entendre encore sa voix. Julien, le café est prêt, la mère aussi. Il n'est plus là, bien sûr, mais sa présence reste. Elle flotte dans les couloirs, dans le bruissement du vent, dans le rire des pensionnaires. Et parfois, le soir, quand la lumière baisse et que la mer devient d'argent, j'ai l'impression d'apercevoir, dans le reflet des vitres, 3 silhouettes côte à côte, Henri, Marianne et Loïc, mes maîtres invisibles. Je dirige la maison depuis presque 10 ans. Je dis « dirige », mais ce mot est trop grand. Je veille, plutôt. Je fais ce qu'ils m'ont appris, accueillir, écouter, recommencer. Nous avons désormais 4 chambres, un petit atelier d'écriture, un jardin partagé, et un mur couvert de citations laissées par ceux qui ont séjourné ici. La plus aimée reste celle de Loïc, gravée sur une planche de bois. On n'est pas sauvé quand on se relève. On est quand on aide quelqu'un d'autre à se relever.
Chaque pensionnaire lit cette phrase en arrivant, et beaucoup pleurent. Je ne leur dis pas que j'ai moi-même pleuré devant ces mots, autrefois, quand j'étais encore ce garçon perdu qui ne croyait plus à rien. Parfois, des visiteurs viennent demander l'histoire du lieu. Je la raconte sans fioriture. C'est l'histoire d'un père, d'un fils, et d'une faute. Mais surtout, c'est celle d'un pardon qui n'a jamais cessé de se transmettre. Ils repartent souvent silencieux, comme si ce lieu leur rappelait quelque chose qu'ils avaient oublié. Un matin de printemps, alors que je taillais les rosiers, une jeune femme s'arrêta devant le portail. Elle portait un sac trop lourd et un regard fatigué. « Excusez-moi, dit-elle, c'est bien ici, la maison des roses du fleuve. »« Oui. Tu veux entrer ?» Elle hésita. « Je n'ai nulle part où aller. »« Alors tu es au bon endroit. » Je l'invitai à entrer. Elle s'appelait Élodie. 28 ans, partie de chez elle après une rupture, sans travail, sans plan. Je reconnus dans ses yeux ce mélange de peur et de fierté que j'avais eu, que Loïc avait vu en moi, et qu'Henri avait sans doute vu en son fils. Je lui fis visiter les lieux, lui montrer la chambre libre, la cuisine, le jardin. Ici, dis-je, personne ne te juge. On demande juste un peu d'aide, préparer les repas, arroser les plantes, parler quand tu en as envie. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Merci. Non, dis-je. Merci à toi. Tu nous rappelles pourquoi cette maison existe. Le soir, elle resta longtemps dehors, à regarder la mer. Je la laissai seule. J'avais appris de Loïc qu'il ne faut jamais précipiter le silence des âmes. Le lendemain matin, elle m'aidait déjà à préparer le petit déjeuner. Les jours passèrent, et je vis Élodie changer. Elle reprenait goût à la vie, au rire, à la parole. Elle se lia d'amitié avec les autres pensionnaires, écrivait des poèmes, aidait au repas. Un soir, elle me dit. Vous savez, Julien, je ne pensais pas qu'un lieu comme celui-ci pouvait exister. Il existe parce qu'un homme a su pardonner. Loïc? Oui. Et avant lui, un autre homme. Et avant encore, une femme. Elle me regarda, intriguée. C'est une histoire de famille? Non, dis-je doucement. C'est une histoire d'humanité. Je lui racontai alors, lentement, toute la chaîne, Henri et Marianne à Bordeaux, Loïc à Arcachon, et enfin moi. Elle écoutait, les mains jointes, fascinée. Quand je terminai, elle murmura. Et maintenant, c'est à moi? Oui, répondis-je. Maintenant, c'est à toi. Le lendemain, elle planta dans le jardin un petit rosier rouge, à côté du rosier blanc d'Henri et du rosier rose de Loïc. Sur une étiquette, elle écrivit au feutre. Pour ceux qui arrivent trop tard et pourtant à temps. Je restai longtemps à regarder cette inscription. Je compris que la boucle venait de se refermer, une fois encore. Les années passeraient encore, je le savais. D'autres viendraient, porteraient la clé, écriraient à leur tour dans le carnet. Un jour, peut-être, mon nom s'ajouterait sur la plaque du mur. Mais cela n'avait plus d'importance. Ce soir-là, le vent soufflait fort. La mer grondait, belle et vivante. Je montai sur la terrasse, regardai les vagues. Dans l'obscurité, j'eus la sensation que 3 voix se mêlaient au vent. Je les entendis presque distinctement. Tu vois, Loïc, il continue. Oui, papa. Le fleuve ne s'arrête jamais. Et il ne s'arrêtera pas, ajouta la voix de Marianne, tant qu'un seul cœur croira au pardon. Je souris. Je ne cherchais pas à savoir si c'était un rêve, une mémoire ou un signe. C'était suffisant. Je redescendis, fermai les volets, et passai devant la plaque. Les lettres brillaient doucement sous la lune. Je posai ma main dessus, comme sur une peau familière. Maison des roses du fleuve ici, on apprend à recommencer. Je murmurai. Merci. Pour tout. Puis je rentrai, laissant la mer chanter. Demain, d'autres viendraient. Et quelqu'un d'autre ouvrirait la porte en disant. Entre. Ici, on ne te juge pas. Le fleuve, lui, continuerait à couler. Toujours.